Sunday Night Production. Se sentir libre en fait, on a commencé comme ça. Je pense que c'est un peu pareil pour tous les gens qui font du sport. Nous à la base, du coup, le vélo c'était vraiment un échappatoire où on avait de la chance de pouvoir être chez nos grands-parents comme ça en Ardèche. Et on faisait une sortie. Et en fait, c'est un sport un peu où tout après, comme un mouvement de roue, après t'es entraîné et tu passes une montagne et le lendemain tu te dis mais la vue sur l'autre montagne elle doit être encore mieux et tu vas plus loin et puis un jour on s'est rasé les jambes. Bienvenue dans Ultra Talk. Je suis Arnaud Manzanini et chaque semaine, je me plonge dans des discussions captivantes avec des esprits audacieux pour vous lancer vous aussi dans des aventures hors du commun. Des sommets de l'ultra trail aux routes infinies de l'ultracyclisme, de l'alpinisme aux horizons lointains de la voile, toutes les facettes du monde ultra sont explorées. C'est parti pour un nouvel épisode. Je suis avec Storlino et Gregorito. Alors je ne sais pas si c'est surnom ou prénom vous parle, mais je vais les laisser se présenter. Mais en tout cas, je suis ravi de pouvoir les accueillir face à moi au micro du podcast Ultra Talk. On est confortablement installé dans le shop Wilma à Lyon, qui a la gentillesse de nous mettre à disposition son shop. Donc un grand merci à toute l'équipe Wilma, mais je vais laisser la parole à ces deux jeunes hommes qui sont face à moi pour se présenter. Déjà un plaisir d'être ici dans le shop Wilma à Lyon, sur notre terre d'origine. J'espère que ça va toi Gregorito? Ouais, et toi Storligno? Oui, en effet on dit Stroligno. En fait ça vient d'une petite blague avec mes potes parce que j'ai un 18e de sang brésilien. Du coup j'ai dû changer mon nom de famille et rajouter le fameux Igno des stars de football. Mais en vrai tu t'appelles Antoine, pas Stroligno. En vrai je m'appelle Antoine et du coup j'ai 22 ans et avec Grégoire, donc Grégoire qui est on est frères jumeaux en fait, on a le même âge. Et on vient de Sainte-Foy-les-Lyons, donc une commune à côté de Lyon, dans la périphérie, avec des origines surtout du sud de l'Ardèche, dont on est très très fiers. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On pratique le vélo à la base. On s'est mis au vélo en 2020 et rapidement on a fait beaucoup de compétitions. Ça fait pas si longtemps que ça en fait. Non, on est très très neuf dans le vélo et c'est peut-être pour ça qu'on a voulu faire des choses et ramener un peu de fraîcheur et de bon mood dans ce sport, trop souvent contrôlé par les watts, je dois le dire. Et ça tire à balles réelles aujourd'hui, vous l'avez compris. Et donc, avec ces surnoms à la brésilienne, vous regrettez pas Grégoire et Antoine, ou parce que là vous êtes obligé de garder ça à vie maintenant avec la visibilité. Tu vas avoir une exclue, hein, mais Gregorito c'est le surnom que me donnait mon ex. on salue l'ex de Grégoire d'ailleurs, on pense fort à elle. Une petite bise. Non mais c'est marrant parce que dès qu'on a lancé ce projet, il a fallu faut y aller à fond quoi, faut pas hésiter sinon. Donc on avait des surnoms, on s'est dit bon bah autant garder les surnoms que nos potes nous donnent pour justement paraître naturel. C'est vrai qu'aujourd'hui je préférais qu'on m'appelle Greg ou Grégoire. C'est un peu, j'écoutais l'autre jour justement, je te disais en off un podcast de Big Flo et Oli qui disait en vrai on regrette un peu nos surnoms, je les trouve vraiment éclatés nos surnoms, c'est des blasts de rappeurs qui ont Big Flo et Oli, ça fait. Et du coup, c'est un peu le même truc, mais je trouve ça rigolo au final. Et comme dit Antoine, si tu pars dans un métier, tu dois savoir, dans un métier où il y a de l'image et tout ça, si toi t'y crois pas, personne n'y croira. Ouais, clairement. Donc maintenant, il faut assumer les blagues et faire la technique d'Eminem, quoi. Bon, c'est intéressant. En tout cas, je vais rebondir sur pas mal de sujets dont vous venez de parler. Donc, Grégoire et Antoine, c'est bien évidemment le média, la tête dans le guidon cycling. On a oublié de se présenter comme ça. Voilà, oui, c'est la tête dans le guidon cycling qui arrive et qui met un énorme coup de pied dans la fourmilière de la communication autour du cyclisme. Moi j'aime bien rembobiner l'histoire, mais en même temps vous êtes tellement jeune que je vais pas rembobiner très loin. C'est la particularité du truc, tu vois. Et comment vous êtes arrivé dans le vélo? Vous faisiez du sport, ado, enfant? Alors, on a toujours fait du sport. On était des très très grands sportifs puisqu'on a fait pendant 10 ans des échecs. Non mais là tu te regardes, je te vois rigoler. Mais oui, on a fait de la compétition d'échecs à assez haut niveau pendant plus de 13 ans. Il y en a qui se faisaient passer pour l'autre, non? Eh ben, figure-toi que c'est jamais arrivé, mais on aurait pu le faire. Mais on a été plusieurs fois champion de ligue. Toi, combien de fois champion de ligue? Moi je l'ai jamais perdu, je suis de ligue de Rhône-Alpes. Je l'ai toujours gagné à chaque fois que je l'ai fait. Je crois que j'ai 7 ou 8 fois, je sais pas exactement. Et troisième de France aussi au jeu d'échecs. Fin stratège. Et surtout c'est l'esprit de compétition. Alors on n'est pas sur le sport physique, mais c'est un sport mental, mais on est sur l'esprit de compétition qui est important. Et Grégoire il le dit pas. Fait du sport à côté. Grégoire était aussi 5e de France. Ouais, 5e de France. Et en fait notre père a voulu nous canaliser.
Je pense que ça se voit. En fait, je vais vous donner une petite anecdote, c'est que je ne leur ai donné qu'un seul micro. On est punis. Ça aurait été plus un talk, ça aurait été une dispute entre frères. Non mais Donc coup, l'échec, c'était ça à la base, les c'était échecs, pour canaliser comme votre ça, vous énergie. allez rester 4 heures assis sur une chaise, vous allez voir ce que c'est. Alors, au final, on jouait un coup et on se levait. Mais à côté, on a toujours fait du sport. On a commencé par le tennis, rugby, foot. Et après, il y a une période au lycée où on s'est un peu essayé à tout. Moi, j'ai fait de la boxe, de la boxe style. J'étais très nul, aucun sens du rythme. Et après, comment le vélo est arrivé? C'est par le papa? Pas du tout, et c'est pour ça, et je pense que c'est ça qui donne un peu qui donne notre côté un peu, parfois on peut paraître mais on découvre tout, mais réellement on découvre tout parce que on a une famille française assez traditionnelle, je dois dire, où il y a le Tour de France qui tournait dans le fond de la maison tous les étés, des vélos dans le garage, où de temps en temps on faisait une sortie par an à vélo parce qu'on a de la chance d'avoir une famille qui vient dans le sud d'Ardèche, donc c'est super agréable. Donc si vous passez dans le sud d'Ardèche, faites-nous signe, l'été on y est souvent pour rouler, ça serait avec plaisir. Et donc on a toujours eu cet esprit, on a toujours aimé le sport, aimé en général, et en fait ça s'est déclenché pendant le confinement, où nous on s'est confiné justement dans le sud d'Ardèche, et faut pas trop le dire, mais il y avait pas trop de contrôle, et du coup on allait faire du vélo. C'est comme ça que le vélo a commencé pour vous? C'était un peu pour aller de l'autre côté de la montagne, pour faire de l'aventure et pour se sentir libre en fait. On a commencé comme ça. Je pense que c'est un peu pareil pour tous les gens qui font du sport. Nous, à la base, du coup, le vélo, c'était vraiment un échappatoire où on avait de la chance de pouvoir être chez nos grands-parents comme ça en Ardèche, et il n'y avait pas de contrôle et on prenait le vélo. On était vraiment conscient d'avoir cette chance de pouvoir fuir pendant que tout le monde était enfermé pendant le confinement. Et on faisait une sortie, on faisait beaucoup d'apéros, donc on s'est dit on va faire un peu de sport. Et on faisait une sortie. Et en fait, c'est un sport un peu où tout, après, comme un mouvement de roue, après t'es entraîné, et tu passes une montagne, et le lendemain, tu te dis, mais la vue sur l'autre montagne, elle doit être encore mieux, et tu vas plus loin, et puis un jour, on s'est rasé les jambes. J'aime bien la chute, mais surtout, avant de se raser les jambes, c'est qu'on avait encore cet esprit de compétition de jeu d'échecs, donc à notre maigre niveau, et on se mettait déjà des cacahuètes dans chaque dodane, et on était en mode je suis arrivé en premier, et on avait l'impression d'être je sais pas du monde, vu qu'il y avait personne sur la route, il y avait que nous. Mais est-ce qui veut dire que derrière vous avez pris une licence, ou vous avez toujours fait du vélo pour votre plaisir ou pour aller faire de la compète? Nous, le problème, c'est que quand on fait quelque chose, on est un peu des staganovistes, et on le fait, et on veut aller au fond, on veut se donner à fond, on pense plus qu'à ça, on veut être le meilleur du monde même si c'est impossible. Et du coup on commence le vélo, là, on est en novembre 2020, le confinement peut-être. Et décembre 2020, genre moi je m'achète mon premier vélo carbone quoi. J'étais en Belgique, je m'en souviens, à Orbea, aux couleurs de la Belgique, noir, jaune et rouge. Et en avril, c'est pas notre sponsor ça. Ouais, et après on est parti en avril, on est allé faire le Mont Ventoux. Et là, l'histoire du Mont Ventoux est quand même à décrire. C'était marrant parce qu'on était encore, c'était une nouvelle fois le deuxième confinement du coup là, en 2021 environ. Et donc il y avait tous les pros qui étaient sur le Ventoux, notamment Roglic la semaine avant qu'on le fasse. Et nous on les voyait, on se disait on doit aller faire le Mont Ventoux. On roulait à ce moment-là, on commençait à rouler beaucoup, mais vu qu'on n'avait pas de comparaison avec on savait pas où on en était. Et pour nous le Ventoux c'était, c'est comme quand tu dis demain à ton pote qui fait le vélo, viens je t'emmène, je fais le Ventoux. C'était pour nous c'était déjà exceptionnel. Et on allait faire le Mont Ventoux. Et on nous avait dit, ouais, vous allez le faire en 2 heures, 2 heures et demie. Et c'est avéré parce qu'on roulait beaucoup, il n'y a pas de secret, c'est pas parce qu'on avait du talent, mais on l'a fait en 1h20, 1h25, je crois exactement, un truc comme ça. Donc c'est quand même, pour une première année de vélo, c'était un bon temps. Et du coup, là, on s'est dit, on va faire de la compète, on va courir en DN. Non, mais tu rigoles, Arnaud, mais c'est vrai. Mais parce que là, qui est très drôle, c'est que là, vous contactez un club en lui disant, nous, on veut faire de la. On va à Vaux-en-Velin. Et c'est marrant parce qu'on vient de croiser Logan Gros, le petit-fils de Michel Gros, qui a été adjoint, DS adjoint à la Festina et exactement. Tout ça. Et du coup, on l'a croisé, lui aussi était à Vaud dans l'ADN, et nous, on est arrivé du coup après avoir fait ce Ventoux. Avec des poils aux jambes. Avec des poils aux jambes, des casques orange fluo, enfin des chaussettes basses, enfin rien à... Et on est arrivé du coup au club, on a dit, nous, on a fait le Ventoux en 1h20, on va aller dans l'ADN. Non, mais là, on rigole parce que maintenant, on a le recul, mais c'est vrai que c'est un sport tellement compliqué que, en fait, on croit tous qu'on est champion du monde. Mais en fait, le vélo, à la fin, c'est le plus talentueux qui gagne. C'est Pogacar qui gagne à la fin. On était nuls. Et ils nous regardaient en rigolant comme ça. Enfin, pas sans rigoler, mais avec un petit sourire en coin. On fait, ah ouais, d'accord, les gars, on va les tester. Venez mercredi prochain, on fait un test. Antoine n'était pas là, j'y suis allé. Je m'en souviens, on était avec les cadets. Et là, on avait 19, 20 ans. Et c'était déjà compliqué pour toi. Hein. Alors, il s'est passé quoi derrière? C'était la désillusion pour vous ou ça a été une licence? Non, parce que chez les cadets, du coup, on était quand même bien plus fort qu'eux. Derrière, on prend la licence. Ils voulaient nous mettre en pass open.
Ok. Et nous, on a dit non, on veut Ouais, être donc, avec. On va être en FFC, nous, et donc on prend direct en FFC. Et on se retrouve sur le critérium de Corba. Première course, Deuxième KT à l'époque. deuxième catégorie, donc une course pour ceux de la région Rhône-Alpes, ils savent que ça envoie déjà. En fait, il y a un truc à dire aussi que c'était la course de reprise post-Covid. Donc ça veut dire que Exact, tous les exact, gars qui ont je me fait que souviens. rouler pendant le confinement, Tout le monde là, est sorti tout le avec des monde watts était de mort ouf. de faim, ils avaient des crocs, Ouais, ouais. ils étaient prêts à tuer pour À te faire mettre dans le résultat, fossé, ouais. ouais. Et nous, on a Et nous, on est arrivé sur la ligne. Ah non, mais vous allez rigoler. On arrive sur la ligne, et là, ils disent départ fictif. Alors, moi, dans ma tête, départ fictif, je me dis. Vous avez ça y attaqué. est, Non, vous ça avez va attaqué. on va aller dire les caméras. Mais en fait, le départ fictif, c'était 300 mètres pour éviter que les mecs se mettent dans le rond-point, parce qu'on connaît les courses FFC pour ceux qui courent. Et là, on fait tranquille. Et alors, Grégoire, je sais pas où t'en es, mais moi, départ fictif, je me presse pas. Déjà, j'étais au fond du peloton, je fais tranquille. Boum, j'arrive, ça part, j'arrive pas à clipser. 300 mètres avant le fictif, je suis lâché. Moi, j'ai tenu 2 tours. Et il y avait, en fait, c'est, Le tour de 1 km. Hein. je sais pas, là, je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs du podcast qui font aussi du vélo pour faire de l'ultra distance, pour faire d'autres choses que de la compétition en FFC, en compétition. C'est que des grosses relances. Et donc, du coup, si t'as pas travaillé ta capacité à faire des relances, donc l'explosivité, et bah Oui, c'est beaucoup moins stratégique, c'est que des attaques, effectivement. Ouais, que des attaques. Ouais, en fait, il faut savoir encaisser. Et du coup, tu fais 10 sprints et après, t'es mort. En fait, voilà. c'est un fractionné, quoi. T'as de la zone 3 et après de la zone pour faire les techniques, après un sprint à Pmax parce que t'as un virage en angle droit et que tu dois mettre un frein. Donc t'arrives à 43 de moyenne, sauf que dans les virages tu les passes peut-être à 20, 30 quand tu vas très très vite et la relance derrière tu dois remonter à 45 directement. Donc ouais, ça fait mal aux jambes. Prends la roue. On n'était jamais dans les roues. Et ouais, on savait pas faire. Bon, en tout cas, c'est intéressant de voir comment votre première connexion avec le monde du vélo s'est déroulée. Mais donc il y a cette anecdote là, sur la première course, le premier Mont Ventoux. Mais à quel moment vous avez dit, mais en fait, il faut communiquer sur le cyclisme? Parce que là où vous avez, quand je dis que vous êtes arrivé et que vous êtes en train de craquer le game sur le média, mais propre au cyclisme, et que vous êtes tout de suite fait remarquer, c'était quoi l'idée de départ? Qui a dit à l'autre, il faut qu'on fasse un média sur le vélo? Antoine, je te laisse parler parce que moi, à cette époque-là, j'avais même pas de réseaux sociaux, quoi. Ouais. À cette époque, Grégoire, On parle de ça il y a 3 ans. Hein. Ouais, c'était 3 ans. Ouais. Non, parce que le projet vidéo, il s'est lancé plutôt il y a 1 an et demi en fait. Il s'est lancé il y a 1 an et demi. Ouais, 1 an et demi en janvier. Mais alors, pourquoi avoir créé la tête dans le guidon? Voilà. Voilà, Et ça, bah, c'est la question est simple. l'idée du média en fait. Il s'est arrivé qu'on était à un moment où pivot dans notre vie. Grégoire, lui, il était un peu perdu dans ses études et voilà, on avait la passion du vélo, sauf que c'est une passion qui est dévorante et on s'est rendu compte qu'en continuant à essayer de faire des courses et à faire être dans le groupe Eto, qui est très sympa le groupe Eto, on a fait des très belles rencontres dans le groupe Eto. Mais bon, on peut les faire aussi ailleurs que dans le groupe Eto. Et là, on s'est dit, en fait, il faut rendre ce sport accessible, ce monde fun, parce que nous, on est arrivé sans rien connaître à ce milieu. On a voulu venir dedans et t'arrives dans un milieu où tu connais rien. Donc c'est là, ce que tu veux dire, c'est qu'il y a plein de codes en fait. Qu'on n'avait pas. Ouais. Et que personne ne te donne. Donc ça veut dire. Chacun garde ses petits trucs pour lui, en fait. C'est ça que tu veux dire. Moi, j'ai pas envie de dire ça méchamment parce que j'adore ce milieu et c'est ma passion. Mais il n'y a pas de partage. Voilà. T'arrives dans un monde, en tout cas au niveau compétition, t'arrives dans un monde où il faut des codes pour être accepté. Il faut du réseau pour évoluer, on va dire. Mais si t'as pas nous, on connaissait personne dans le vélo, personne n'a jamais fait de vélo chez nous, donc on avait 0 code, on savait même pas ce que c'était. Personne te parle parce que t'as pas les codes. Et après, c'est un cercle vicieux, quoi. T'as pas les codes, donc personne te parle. Ouais. Pour avoir les codes, il faut parler à des gens, mais personne te parle parce que t'as pas les codes. C'est jamais. Et voilà. Et en plus, nous n'étions pas bons, donc ça rajoute une couche, quoi. Mais voilà. Et c'est à ce moment-là. On avait une grande bouche et on parlait beaucoup, donc on s'est dit, il faut qu'on raconte vraiment cette histoire. Et c'est pour ça que là, à ce moment-là, je suis allé voir Grégoire. Je fais Grégoire, en vrai. Regarde, nous on regardait à l'époque les créateurs de contenu sur les réseaux sociaux, c'était surtout du YouTube à l'époque. On salue est-ce qu'ils sont encore là, un jeune cycliste dynamique aka Nicolas, je pense à Quentin, et on regardait ça, qui faisait du contenu sportif vraiment. Après il y a du contenu aventure qu'on regardait un peu moins, on était vraiment littéralement la tête dans le guidon dans le sport. Et je suis allé voir quoi, je fais vraiment, il n'y avait pas d'idée de business au départ, c'était vraiment la passion. Il faut qu'on partage cette passion et qu'on rende ce sport accessible parce que vraiment, ça l'est encore le cas je pense aujourd'hui, mais pour aller chercher une course FFC, c'est un enfer, hein. Je sais pas si t'as déjà essayé, Arnaud. Sur le site de la FFC, tu comprends rien, quoi, si personne te montre. Alors, c'était compliqué. Non, mais moi, j'ai vu aussi l'évolution, mais c'est vrai que c'est aussi peut-être pour ça qu'il y a une des raisons que le nombre de licenciés est en chute libre.
que sur les épreuves, ils sont 15 ou 20 parfois, et donc faire une course à 15 ou 20, t'imagines, tu parlais de relance, course qui fait 80 km à 15, bon, c'est vite réglé. Mais après, je peux comprendre cette envie de partage, et d'où mon intérêt de comprendre la création de ce média. Mais là, je suis sur votre média, justement, sur Insta. Et en fait, je suis surpris de voir qu'il a été créé il y a 15 mois seulement. Et en fait, 15 mois seulement, on a l'impression que c'est là depuis... En fait, l'histoire est Premier post, 11 août 2022. Mais oui, mais en fait, c'est que... Wout van Aert, 392 vues. 392 vues, deux messages. Croyez en vos rêves. Moi, je suis parti de rien, c'est tout pour la daronne. Alors que là, on est à le dernier post, on est sur le Tour de France notamment, quasiment 4000 likes. Donc voilà. Mais en fait, du coup... C'est le plus petit, je vous coupe, mais vous êtes allé à 8000, bien plus. Hein, mais là, en 12-13 mois, vous avez craqué le truc complètement. C'est quoi donc il y a eu cette volonté de partage. C'est super intéressant d'ailleurs de comprendre d'où vous venez, de joueur d'échecs à envie de courir en DN1 et puis de faire le Grand Prix de Corba dans la région lyonnaise. Et de se dire, bon, en fait, nous, on arrive, on est passionnés de vélo, mais personne ne nous explique rien, personne ne nous parle. Donc là, il faut partager le truc à un maximum de gens et de créer. Qui a trouvé le nom du média, La Tête dans le Guidon ? C'est Antoine qui a eu l'idée, mais je pense que je peux me jeter les fleurs pour le nom La Tête dans le Guidon, qui est quand même hyper représentatif, hyper imagé, et en fait, qui représentait l'état d'esprit qu'on avait à l'époque. En fait, c'est surtout pour ça. Ouais, mais moi, j'ai une remarque que nous a fait Johan Ofredo quand on l'avait eu en interview au début. Il est excellent, Johan. Il est excellent, Johan. Tu l'as vu dans le podcast. Ouais. Moi, je l'ai fait une fois en podcast, je l'ai fait une fois sur la présentation du Tour de France. Ce type est extraordinaire. Je sais pas te mentir, j'avais préparé mon interview avec ton podcast. Merci. Mais de rien. Et du coup, il nous avait dit, en fait, le problème du vélo, c'est parfois, vous appelez la tête dans le guidon, c'est rigolo, mais parfois les jeunes et les personnes ont trop la tête dans le guidon, ils ont trop les œillères et ils voient pas ce qui se passe autour. Et c'est ça que c'est un sport tellement prenant que je vous invite à prendre du recul, regarder ce qui se passe autour, et il y a plein d'autres choses que le vélo dans la vie. C'est trop cool. C'est des choses super. Et c'est aussi, aujourd'hui, c'est vraiment... il y a plusieurs manières de faire du vélo. C'est-à-dire qu'il y a le vélo de compétition sur lequel les caméras, on va dire, sont tournées, mais derrière, il y a du VTT, du BMX, le gravel qui est arrivé, il y a de la piste, il y a de l'ultra, il y a du fixie, il y a même... Cargo, maintenant, on fait des compétitions du cargo, il y a même des compétitions de danse avec le vélo. Alors, ça porte un nom très précis, vous m'excuserez pour ceux qui pratiquent. Et c'était un sport olympique avant. Mais voilà, exactement. Et même du foot avec... j'ai vu ça au JO. Exact. Donc, il y a plein de manières de faire du vélo. Donc, il y a eu cette volonté de créer le média. Et là, ma question, c'est... Donc, vous faites votre première vidéo à 392 likes et 2 commentaires. Donc il s'est construit, ça a été très très vite. Est-ce que vous vous êtes rendu compte tout de suite que vous avez mis le doigt sur quelque chose ? À quel moment vous vous êtes dit, là on tient un truc ? Parce qu'aujourd'hui, et je vous l'ai dit avant d'ouvrir les micros, tout le monde veut vous avoir sur la photo. Moi j'ai beaucoup de chance de vous avoir en face de moi, mais tout le monde vous veut sur la photo aujourd'hui. Vous vous en rendez compte de ça ? Pas trop, enfin on commence à le voir parce que... Mais... je pense qu'on s'en rend jamais compte, vraiment compte. Parce que vous êtes focus sur ce que vous faites et puis et vous vous éclatez. Oui, c'est ça, il y a beaucoup de plaisir, mais c'est clair qu'on s'en rend compte, mais peut-être pas autant que ce que c'est de l'extérieur, et c'est là qu'il faut commencer à s'entourer, parce qu'en fait... Alors, ça va être ma question un peu plus tard quand on va parler de la chose, parce qu'il faut protéger tout ça. Ce que vous faites a de la valeur, et il faut protéger tout ça. Mais comment, donc vous êtes lancé avec La Tête dans le Guidon, comment vous avez fait évoluer ce média ? Est-ce qu'au début, c'était juste des articles avec des photos ? Après, il y a eu vous avez brandé les vidéos, vous avez apporté votre style dans la manière de monter. Comment vous avez construit le média ? Avant d'arriver à la réussite, il faut expliquer l'échec, et je te laisse expliquer, Antoine. Ouais, parce que là on est déjà sur le média, et en fait avant le média, du coup on est en janvier 2022, et là on est on fait de la création de contenu, c'est quasiment que du YouTube, et là on est en aventure, et j'ai eu la chance de partir en Colombie 6 mois pour un échange universitaire, et pendant ces 6 mois je vloguais mon aventure en Colombie et mes entraînements vélo. Alors j'ai eu un échange universitaire différent. D'ailleurs ça fait marrer mes parents parce que je faisais que du vélo, et là j'avais la tête dans le guidon, et j'ai loupé mon année parce que je faisais que du vélo et que j'étais à l'autre bout du monde, que je venais de me séparer de ma copine, qu'il y avait personne qui me disait quoi faire, et du coup j'ai fait que du vélo, et en rentrant j'ai pas validé mon année. Ne faites pas pareil. Mais j'ai une anecdote qui est rigolote, c'est que maintenant mon père, quand il arrive au boulot, il dit mon fils il est revenu de Colombie, il a fait n'importe quoi, il s'est perdu, il a redoublé son année. Là il y a tous les autres, ils font la cocaïne, ils font non, le vélo. Et donc c'est la petite blague, mais voilà, avant il y avait ce contenu aventure où on a beaucoup vlogué, on a commencé, et après c'est pendant le Tour de France 2022 qu'on s'est dit on va faire des vidéos. On a fait des vidéos, notre compte a été supprimé par le... Parce que justement à ce moment-là on avait un premier compte
où on mettait que de l'aventure. On a commencé à faire contenu journalistique sur le Tour de France 2022. Sur TikTok, le compte s'est lancé à ce moment-là, donc juillet 2022. Et sur Insta, ça a été la montée et l'échec. Donc TikTok aussi. Hein. Oui, TikTok l'a montée. L'échec, c'est-à-dire que c'est ASO qui a fait C'est-à-dire que supprimer ASO, le responsable des droits internationaux d'image, les gars, c'est trop bien ce que vous faites pour le vélo, mais nous on paye. Enfin, il y a des gens qui payent cher pour les images, c'est ciao. Et là, il y a Squeezie qui fait c'est ciao. et genre, le compte supprime. Instagram, rien. On était à 15 000 à ce moment-là, rien, personne. Fait ok, bon, on recommence à zéro. Et c'est là en fait, et plutôt que se dire. Donc c'est quoi? Ça veut dire que c'est ASO qui. Enfin, on dit ASO, c'est pas ASO, c'est. Oui, enfin c'est les droits d'image, enfin qu'on n'avait pas le droit d'utiliser. Parce que vous récupériez les images pour créer votre contenu. C'est ça. Ouais. Donc non, mais on n'a pas le droit. Et aujourd'hui, on en est conscient. On n'a pas le droit. Donc faites attention à ça. En fait, il faut se dire que c'est des. Et c'est là qu'on s'est dit que il y avait quelque chose à faire parce que, en fait, plus qu'un compte Instagram, on avait déjà une petite communauté, mais plus que le compte Instagram, on s'est dit, là, on touche un truc parce que, on a embêté les gros, quoi. Là, on parle de France TV. C'est génial. On travaille avec eux. Enfin, c'est ouf. Mais aujourd'hui, on a touché quelque chose qu'on n'aurait pas dû toucher si on en est là. Et c'est là qu'on s'est dit, et là, on a de la chance d'être entouré. Grégoire est en études, moi je suis encore en études. Je venais d'être diplômé. Tu venais d'être diplômé. Je voulais faire une année sabbatique, faire autre chose. Et moi je suis en école de commerce, en école de business school. Du coup forcément il y a ce côté un peu de bon là il y a un truc. Du coup on a pris notre mal en patience, on est reparti. On s'est dit bon c'est pas grave, on repart. Redonne-nous la tête dans le guidon. Donc en fait c'est en mettant tu as utilisé le mot échec, c'est oui je vois ce que tu veux dire, c'est le fait de repartir à zéro, mais ce n'est pas de votre fait que les comptes se soient arrêtés. Non, on avait fait une bête. En fait on s'en était pas rendu compte. Ce qu'on faisait c'était illégal. L'expérience. À cette époque-là on était vraiment des enfants. C'était quoi, on avait 19-20 ans, c'était il y a 2 ans. Ouais, il y a 2 ans. Mais on était dans nos têtes, c'était mais je comprends pas, nous on prend des vidéos de vélo, on les met sur internet, pourquoi ils viennent nous embêter? Et en fait, on avait beaucoup d'abonnés mais pas beaucoup d'engagement. Les taux, c'était des gens en Inde qui voyaient les vidéos parce que c'était des droits d'image bruts qu'avec de la musique, enfin des trucs. Et là on se dit, et on a un moment où Antoine vient de redoubler, moi je viens d'être diplômé en restauration, je veux plus faire de la restauration. En août, je tombe aussi en course, je casse le vélo, donc j'ai plus de vélo, j'ai plus d'argent pour m'acheter un vélo, donc je peux plus rouler, je suis blessé. Antoine il vient de redoubler son année et alors là vous faites quoi? Vous prenez un week-end tous les deux, vous mettez une journée et vous dites bon on fait quoi maintenant? On y retourne quoi. On se fait engueuler par les parents déjà. Et après on se dit on y retourne, sauf que là on fait un contenu qui nous appartient où on parle de vélo, si on peut pas montrer les images on va en parler, et c'est là que on repart en fin août 2022. On repart avec ce compte. Il y a un an tout pile. Et oui, non, c'est plus que l'échec d'avoir perdu le compte, c'était vraiment un tournant en mode ah ouais, bon, on a fait que du vélo pendant un an, on en est là, on n'a plus rien, à quoi bon? Et en fait, plutôt que de dire ça, on s'est dit bon, on a touché un truc, il y a un truc à faire, on y croit, on repart. Et d'ailleurs, il y a eu un autre choix à faire, c'est que moi à ce moment-là, j'apprends mon redoublement fin août et j'avais déjà enclenché une année de césure avec mon école pour partir en stage à Malaga dans le journalisme sportif parce que du coup, c'est ce qui m'intéressait. Et là, quand on apprend ça à mes parents et ils me disent bon Antoine c'est drôle, t'as bien rigolé là, t'as fait des bêtises sur les réseaux sociaux, maintenant tu retournes en cours, ta césure tu la fais pas. Et finalement j'ai réussi à négocier et j'ai pu partir en césure qui a été prolifique pour le projet. Grégoire est parti sur les championnats du monde, l'organisation des championnats du monde de ski. Et là on a commencé à se former, à se dire il y a un truc, c'est sûr. Ça, on a touché du doigt un truc, il y a personne qui fait ça. En Colombie, moi j'avais vu des gars qui faisaient pareil sur le vélo, que ça cartonnait. En France, ça n'existait pas. Et on s'est dit, bah go, on repart de zéro, c'est pas grave, mais c'est sûr que le produit va marcher. Donc là, ça veut dire que vous créez votre propre ligne édito, votre propre vision, où vous faites un petit peu au mois le mois. C'est-à-dire que chacun a des tâches très précises. Vous organisez votre projet ou vous avancez au fur et à mesure? Bah là, du coup, quand on repart, on avait tous les deux, du coup, Antoine était en césure, en stage dans un truc de journalisme. Moi, j'étais en stage au championnat du monde de ski où je faisais du community management, donc c'était relativement proche, mais c'était ma première expérience là-dedans au final. Et là, on se dit, Antoine va faire les articles, tous les designs, et moi qui touchais un petit peu plus en montage vidéo, je vais m'occuper du montage vidéo. Et on avançait comme ça, avec 2 posts par jour, un post d'actu, un post un peu plus article le matin, et le soir, une petite vidéo. Ouais, comme les gens ne se rendent peut-être pas compte, mais c'est énormément de travail de poster et de produire du contenu comme ça régulièrement, 2 fois par jour. C'est énorme comme travail en amont. C'est une rigueur, et pour rien, à l'époque, on le faisait pour rien, par passion. Et à ce moment-là, on se disait, il y a un truc à faire, mais on ne savait pas encore quoi, pas comment. Et voilà,
en étant en école, tout ça, c'était, enfin, La vérité, tu je dis pense- qu'il y avait rien à faire, c'est que on faisait ça en se disant si un jour on nous invite sur une course de vélo pour aller voir la course, c'est incroyable. C'est génial. Ouais. Et alors justement, comment se font les... Qui a été le premier contact, on va dire, business? Mais avant de poser cette question, je reviens un petit peu en arrière. Est-ce que là, vous aviez créé une structure? Mais Voilà, la c'est-à-dire structure, que parce que- elle date d'il y a 6 mois. Hein. Voilà, est-ce que vous aviez créé une structure en disant, voilà, on va monter une structure, on va proposer des médias, contacter des marques, sponsoriser des épisodes, j'en sais rien, ou représenter des marques sur tel ou tel événement? On s'est dit vraiment, si on arrive à faire ça à côté de notre métier pour être invité à droite à gauche de temps en temps Ça pour sera vivre génial. des événements de vélo, c'est incroyable. Par contre, on terminait la journée de boulot et on s'en relançait une. avec l'entraînement de vélo, parce qu'à l'époque, on était à fond dedans. Pour donner une idée, 2022, moi, j'ai fait 20 000 km. Donc, c'est à côté de tout ça. C'est énorme. Avec les, Pour un mec qui marche pas, C'est c'est ce que beaucoup. j'allais dire, c'est digne d'une daine. Ah, mais oui! C'est digne Mais oui, d'une c'est daine. pour ça que à un moment, faut enlever les ER. Enfin, et tu rentres à la maison, tu dis, ouais, j'ai fait un top 10 en deuxième catégorie. Ta mère, elle fait, allez, finis tes pattes. Non, mais c'est intéressant. Ça veut dire à quel moment les premières marques sont arrivées pour vous proposer un business, un deal. Alors, je sais qu'il y a un deal qui est fait avec Sunday Night Productions pour justement qu'on collabore sur Dans la tête d'un cycliste. Il y a également une collaboration avec Eurosport, mais il y a le Tour de France. Sur le Tour de France, vous avez collaboré avec plein d'autres marques. Comment vous fonctionnez? Est-ce que vous avez un agent? Sur le Tour de... mais on t'expliquera après le Tour de France, on va faire dans l'ordre, mais Alors, tu vas on revient un rigoler petit peu de en ça. arrière. On revient un petit peu en La arrière. pro- Les premiers contacts, les Y a premières fois, pas vous vous de êtes dit, c'est bon, ça marche. Mais non, mais en fait, nous, on continuait et c'est un repas, je m'en souviens, en janvier, avec notre grand frère, à qui on passe le bonjour. Il y a combien d'enfants dans la famille? Bah, ils en voulaient 2, ils en ont eu 3. Hein, écoute. Ma mère a pleuré quand elle a su qu'elle avait des jumeaux. Et non, mais tu rigoles, mais c'est vrai. Et notre grand frère, depuis le jour où notre grand frère a su qu'il allait avoir 2 petits frères jumeaux, il est bègue. Il est plus grand que vous? Il a 3 ans de plus que nous et aujourd'hui, il est en VIE au Kenya. Il est Et vous très, très dans le café. Et vous l'avez traumatisé, c'est ça? Bah, je pense qu'il a été choqué. Il était enfant unique pendant 3 ans et Et d'un seul coup, Bah, il vous prend dans la, tu vois, et puis c'est pas les. Enfin, tu nous as vu en off. Faut voir les spécimens, quoi. Bon, en tout cas, c'est à quel moment, on revient juste sur la question, c'est à quel moment vous vous êtes dit, ça marche, ça fonctionne. Mais Cette année seulement? Ouais. Mais non, mais- En mars, du coup, il y a notre frère qui nous, en gros, dans un repas, un Alors, dîner j'en ai- lambda au resto, où en fait la discussion tourne qu'autour de nous, parce que Antoine, du coup, il continue l'entraînement de vélo, le travail, du coup, sur LTDG, plus son stage, J'étais chez Luke à l'époque. Ouais. Luke et Korima. voilà, son Je l'ai stage pas raconté. chez Luke et Korima, et là, mon grand frère fait, mais vous allez jamais tenir comme ça, là, vous tenez un produit qui peut marcher, essayez d'en faire du business. Lui, il avait une approche business, école de commerce. Il fait, mais faire du business de quoi? Comment tu veux gagner de l'argent avec ça? On Y a fait pas des d'argent dans articles. le vélo. Il n'y a pas d'argent dans le vélo, qu'est-ce que tu veux faire? Donc on part du repas en mode bon, on va quand même essayer de faire ça. Il nous fait vendre des formations, des plans d'entraînement, mais à partir du moment où tu fais ta passion et tu vas vendre des plans d'entraînement, que t'as aucun diplôme d'entraîneur et tout, je fais on va arnaquer des gens, mais jamais de la vie. Non, C'est le oui. drôle de l'imposteur. Ouais, c'est ça. Et parce qu'en fait, ce qu'on se rend pas compte, c'est qu'aujourd'hui, alors, moi j'ai repris les cours là et que c'est assez drôle de dire ça, mais c'est qu'en fait aujourd'hui, on est sur quelque chose, les réseaux sociaux que tout le monde consomme. Tout le monde sait qu'il y en a qui gagnent de l'argent dessus, mais personne ne sait comment marche le business plan en fait. Parce que tout le monde nous dit C'est ça, très ça secret. C'est-à-dire que ça fonctionne, mais personne ne le partage. et c'est ça. Ouais. Et quand on nous dit c'est les vues qui vous rémunèrent, je fais mais là mon gars, peut-être TikTok, on a peut-être 300 € depuis le début de l'année, je peux te dire que non, c'est Tu pas vas ça. tu vas pas aller bien loin. Ouais. Non, c'est ça. Et en fait, il faut trouver ça. Et nous, en étant dans une niche, et bah, c'est à toi d'aller chercher des trucs. C'est quoi la niche pour toi quand tu dis on est dans une niche? Le Pourquoi cyclisme. Ouais, c'est quand même le cyclisme aujourd'hui. Tu penses que c'est une niche Bah, encore? on a 30 les 000 marques. abonnés, on est le plus gros créateur de contenu français. Ouais. C'est dérisoire. Moi, j'ai un pote qui est youtubeur dans le jeu vidéo. Il a 150 000 abonnés. Il me dit, je suis noyé dans la masse. Noyé. Il me dit, les marques, elles arrivent, elles me proposent un casque. C'est intéressant ce que tu dis. Ça veut dire que vous vous inspirez de ce qui se fait ailleurs. Et ça, on en reparlera. Mais l'idée, c'est en fait, vu que nous, on n'a pas du monde du vélo et qu'on a vu ce qu'était le vélo, essayer de ramener du lifestyle et un peu comme ce qui se fait ici chez Wilma qui nous accueille, ramener des choses qui se font pas forcément dans le vélo et les ramener dans le vélo. Et forcément, en vrai, dans le vélo, tout le monde a des œillères, ils voient pas forcément et c'est super cool en vrai. Et il y a pas que le vélo dans la vie. Hein. Non, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis. Donc ça veut dire que vous arrivez avec effectivement le fait d'avoir cette ouverture d'esprit, de pas venir du monde du vélo et de prendre en fait le monde du vélo en pleine tronche. Hein. On vous fait bien comprendre que les gars, apprenez les codes et puis revenez un peu plus tard. Donc pas de problème, on va revenir un peu plus tard, sans problème, en créant le média.
Et donc, c'est avec cette discussion avec votre frère, votre grand frère, qui vous dit, mais attendez, vous avez un super produit, il faut le construire. Donc, ça a été un peu un déclencheur de ce que je comprends. Et ça veut dire que derrière, est-ce que vous avez changé votre approche ou votre vision ou la manière de travailler? On a eu un accélérateur. Et je vais pas dire que c'est de la chance, c'est de l'opportunité. J'avais envoyé un CV vidéo en août, justement, avant, donc on rembobine CV vidéo à Eurosport, à Guillaume Ligradia, qui est le rédacteur en chef de chez Eurosport, en disant que je cherchais un stage, voilà. Et il s'est avéré qu'il m'avait répondu, il m'avait même eu au téléphone, et je le remercie d'avoir pris du temps de prendre un guignol qui fait des vidéos sur Instagram au téléphone. Et il m'avait dit pourquoi pas, voilà. Et on en reparle. Pas de nouvelles. Et on a eu cet accélérateur du Tour de France où on a eu un appel de Aude Baron. Aude Baron, qu'on salue. Qu'on salue et qui est responsable, très très sympa, et qui est responsable des contenus digitaux, qui nous avait dit les gars, c'est trop cool ce que vous faites. Guillaume m'avait passé votre contact, j'avais regardé. Il parlait de prendre en stage. Enfin, là, ce que vous faites, c'est déjà trop bien. Vous prendre en stage, je pense que ce serait un peu. Enfin, c'est pas logique, quoi. Je vais pas pouvoir vous rémunérer, je vais rien pouvoir faire. Là, il y a Paris-Roubaix qui arrive. Est-ce que vous avez une structure? Je vous envoie sur Paris-Roubaix. Et là, c'est l'accélérateur parce que ouais. Parce qu'en 3 semaines, on a du projet du coup qu'on voyait comme un tremplin vers peut-être, je sais pas, le monde du journalisme si on se fait repérer ou quoi un jour. Là, c'est la fusée. Là, on se dit, ok, donc là, il y a Eurosport qui sont leaders dans la diffusion du vélo, qui nous veulent en prestataire. Et là, du coup, dans notre thèse, on était. Et faut le dire, en contenu incarné, donc il y a quand même un risque qui est pris par Eurosport. C'est pour ça que, oui, je vois ce que tu veux dire. Nous, on en est encore très reconnaissant d'avoir fait ça, parce que demain, nous, on arrive sur le Paris-Roubaix, on a les codes d'Eurosport, on peut mettre n'importe quoi. Il y a une confiance énorme. Après 3 visios, hein, on s'était jamais rencontrés. On part sur Paris-Roubaix, connecté au Instagram d'Eurosport, connecté au TikTok d'Eurosport et faites ce que vous faites. Et là, moi, je me dis, c'est génial, mais on est des jeunes de 22 ans, on s'est vu 3 fois en visio. Mais enfin, on n'est pas. Heureusement qu'ils sont tombés sur nous, mais je me dis, un autre gars, par exemple, en soirée avec des potes, il envoie un message à Mbappé, je dis tout le temps ça. Mais enfin, ils nous ont fait confiance. On n'a jamais fait de bêtises. Non, mais c'est cool. J'imagine votre enthousiasme, votre joie. Mais vous vous dites quoi quand vous êtes sur le vélodrome de Roubaix? Alors, bien avant le vélodrome, hein, au départ, à suivre l'épreuve. Est-ce que c'est pas une revanche quelque part, en fait, de dire aux personnes qui vous avaient mis un gros stop par le passé en disant attendez, allez apprendre les codes déjà et revenez un peu plus tard, de dire voilà, nous en fait on va partager ce que l'on aime, notre passion qui est désormais le cyclisme, à notre manière, pour justement que tout le monde puisse avoir accès en fait. Je pense, je suis une coupe Grégoire si je me trompe, mais nous on n'a vraiment pas ce sentiment de revanche et on en veut à personne. C'est juste que nous on arrive dans un milieu, dans un sport qu'on aime de tout notre cœur, d'autres on connaissait moins de choses que les autres et qu'on a voulu s'intégrer, et aujourd'hui je pense qu'on peut dire qu'on est bien intégré, on s'entend bien avec tout le monde, tous les acteurs publics, bénévoles, organisateurs, équipes, marques, et c'est trop cool. Faut que ça dure le plus longtemps possible. Après, on est conscient aussi que ça peut aller très vite dans l'autre sens, vu que ça allait très vite dans un sens. Voilà, et du coup on n'a pas pris ça comme une revanche, on a pris ça comme une opportunité, une possibilité d'avoir accès au plus haut niveau. Et aussi enfin on va pouvoir ça commence quoi. Parce qu'en fait, faut se dire que c'est ça, voilà. Avant c'était des tests en mode venez, on fait ça, même pas défrayé. Toi tu prends ta voiture, tu vas dans le sud, toi t'étais allé au GP La Marseille. J'étais à Nevers en stage chez Look, je suis allé à Marseille en voiture, je suis allé à Bessèges en voiture, et gratuitement, et là on commence à faire notre produit qui est un produit qui de story instantané, un peu en live. L'idée c'est de copier un peu ce qui se fait à la télé, mais vu que moins de monde regarde la télé, ouais, complètement. Non, puis de s'inspirer aussi ce que tu disais des youtubeurs dans d'autres, dans le gaming ou dans d'autres sports ou d'autres médias, et de l'importer un petit peu dans le monde du vélo. Et donc ça commence comme ça, Paris-Roubaix. Donc là, j'imagine la Ligue des Champions des classiques. Il faut que tu t'imagines que là, on a vu moi, ce qui m'a le plus choqué à Paris-Roubaix, c'est que au final, à aucun moment, je me suis dit, je devrais pas être là. Et c'était bizarre comme sensation. C'était en mode tu rentres dans le plus gros événement, mais je te dis ça, j'ai les poils parce que parce que vous aviez les passes et tout, donc vous pouviez accès. Non, mais en fait, en fait, sur le moment, tu réalises pas puisque t'as la tête dans le guidon. C'est après que tu regardes les images et tu te dis mais qu'est-ce que je faisais là. Et en fait, tu rentres dans un où en fait c'est énorme. Paris-Roubaix, c'est la plus grosse course de l'année en France avec le Tour de France. Hein. La plus grosse course. C'est la plus grande des classiques. D'un jour, ouais. Et en fait, ça paraît pas si inaccessible que ça. Alors qu'à la base, t'as l'impression que c'est impossible. En fait, avec du travail, de l'envie et un peu de je sais pas, de persévérance, le montrer aux autres, d'y croire en fait, du sourire, de la politesse, d'engagement. Et en fait, t'y allais
Et là, on avait un truc qui m'a choqué à Paris-Roubaix, c'est la différence entre le samedi, la course femme, et le dimanche, la course homme. Samedi, la course femme, je veux dire, les filles, elles arrivaient dans 10 minutes, on était sur le vélodrome, sous la ligne d'arrivée, à sonner la cloche, quoi. Et alors, personne ne disait rien. Chez les hommes, il n'y avait même plus de réseau dans le vélodrome. Ouais. Ah ouais, c'était full. Ouais. On devait faire un live impossible. D'ailleurs, histoire aussi, première fois qu'on était avec Eurosport, ils voulaient qu'on fasse un live dans le vélodrome. On arrive dans le vélodrome, et pas de live. Alors nous, en plus, là, nous... on est plutôt du style quand on fait un truc on le fait à fond et on se met la pression. Et là on se dit on n'a pas de réseau, comment on va faire. Je dis c'est bon, c'est fini, tu vois, on va tout louper. Alors en fait non, ça a super bien marché et après l'aventure a été celle qui a été sur la saison. Et donc derrière Eurosport vous renouvelle, c'est ça, sur tous les événements. Et là on vous dit aussi vous allez au Tour. Et là aussi j'imagine. Non mais cette année. Non, c'était tout. Attends mais Arnaud, cette année tout s'est fait au dernier moment. Cette année ça allait tellement vite que on sait pas si on est des créateurs, un média, donc les gens ils veulent signer une exclusivité, mais toi tu dis on sait pas, on fait pour l'instant on voit, on verra en 2024. Et du coup c'est genre on fait ça, ok, nous ça nous botte grave pour le Giro. Fin mai, vous faites le Giro, donc là on était à la maison, on faisait des vidéos. Tous les jours, des résumés un peu dynamiques, vraiment le produit LTG qui marche quoi. Et après, il y a eu Critérium du Dauphiné où là on a commencé à leur dire ouais, nous on est de la région Rhône-Alpes, Critérium du Dauphiné c'est nous, donc on va se déplacer. Il faut qu'on y aille, c'est sur le terrain parce que le Giro finalement à la maison, c'est cool, t'es sur Eurosport tous les soirs, alors pour l'ego c'est sympa quoi, mais finalement la réalité des faits t'es chez toi tout seul et nous ce qu'on aime c'est le monde, c'est rencontrer les gens, c'est se déplacer sur les arrivées, sur les départs, de voir de voir l'ambiance. Oui, mais de voir le pro, mais même voir le bénévole, voir le passionné quoi, et juste d'être sur place quoi, de sentir d'avoir l'émotion. Ça c'est le syndrome du créateur, de se dire tu fais des trucs énormes où tu touches des milliers voire des millions de personnes et au final t'es tout seul dans ta chambre, tu te lèves, ton bureau il est en face de ton lit et en fait tu montes toute la journée et le soir tu te retournes et tu retournes dans ton lit et en fait tu restes dans la même pièce. Et nous on avait besoin de terrain et c'est sur le Critérium du Dauphiné qu'on a gagné notre place sur le Tour de France. C'est parce que je sais pas si tu connais un peu ce monde du journalisme, de l'accréditation, pour être sur le terrain, les places sont très très chères. Ah bah oui, c'est clair, c'est pas tout le monde qui a accès. Hein. Et là, je pense qu'il s'avérait Eurosport n'avait pas tout déployé et du coup ils nous ont laissé la chance d'y aller. Et sur place, c'est surtout qu'Eurosport cette année a eu un changement de politique où il y avait tout s'est fait en cabine, c'est-à-dire que tous les journalistes étaient en cabine, tous les grands tours, toutes les grandes courses se sont commentés de la cabine à Paris, à l'ouest de Paris. Et donc, vous pouviez être les relais sur le terrain de par la création de contenu. Donc, c'était parfait pour eux. C'est une nouvelle manière de communiquer, vraiment, et qui s'est fait. Et je pense que c'était super cool. Et l'expérience sur le Critérium du Dauphiné, je pense qu'elle a été complètement réussie. Et même au-delà de l'image sur les réseaux sociaux qu'il renvoyait, ça renvoyait une image pour Eurosport, mine de rien. Et en fait, c'est à ce moment-là que tu te dis que des marques commencent à venir te voir et que tu te dis, ok, j'ai une image. Que ce soit pour des marques ou pour Eurosport aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que Eurosport, on est un asset. Complètement. Hein. Ouais, c'est une association d'images. Donc il y a le Tour, tout le mois de juillet, parce qu'il y a le Tour homme et il y a le Tour femme. Et il y a l'étape du Tour aussi. Et il y a l'étape du Tour où on s'est croisés, effectivement. L'étape du Tour où tu t'es lancé sans entraînement. Voilà. Enfin, on était entraîné parce qu'on avait quand même des bornes. Ce que je dis tout le temps, c'est que j'ai arrêté de rouler à l'étape du Tour. Moi, mais j'avais quand même depuis juillet, j'ai 9000 km, donc j'ai roulé au début d'année quoi. Je voulais faire dans ma tête, je faisais encore ma saison FFC moi. C'est pas passé comme ça. Ouais, non mais Tour de France, c'est une sacrée expérience. Pareil, on a tout fait. On était avec l'un des plus gros médias. Là, du coup, c'est France TV sur le Tour de France. Mais bon, on est l'un des diffuseurs en France. Eurosport, c'est vraiment le diffuseur pour les passionnés de vélo. Et en fait, nous, on se retrouve, on a tout organisé nous-mêmes. C'est-à-dire que on faisait les déplacements, on a réservé les hôtels, on se déplaçait dans notre voiture. Vous étiez autonome, 100%. Et c'est ça aussi, je pense, qui a fait qu'on avait qu'on avait nos places sur le terrain. C'est qu'en fait, on leur demandait rien. Et on avait un deal et on demandait rien et on allait partout. On allait à Bilbao en voiture. Non, c'est génial. C'est génial. Et c'est nous qui avons trouvé un sponsor pour nous défrayer pour aller à Bilbao. Et c'est là que ça devient creepy, c'est qu'on a triple casquette. Et c'est pour ça que je pense qu'il va falloir s'entourer rapidement. Parce que on va revenir à la fin, mais on a fini le tour en bord, je pense, burn-out. Hein. Et parce qu'en fait, à 3 semaines du tour, donc après le Critérium, qui est début juin, nous a dit vous allez sur le Tour de France. Et on avait ciblé des étapes, on allait être activé et nous on se dit non mais si on fait le tour on le fait en entier. Et du coup là il a fallu faire
logistique, démarchage. Faire par exemple donc aujourd'hui on a bossé avec Leclerc, on est avec Leclerc, demain avec TikTok et après-demain on a une journée avec Eurosport et du coup en fait alors comment vous avez géré tout ça parce que vous avez fait de l'orangina voilà. Mais comment à la base il y avait des étapes ciblées avec Eurosport et on n'a pas tout fait. Non, nous on veut la totalité. Mais on n'a pas tout fait pour Eurosport. Ok, d'accord. On avait une vidéo chaque jour à faire sur Eurosport, mais des activations en story sur le terrain, c'était pas tous les jours. Sauf que nous, on était à tel endroit le matin et on s'est dit le lendemain, faut qu'on soit sur le tour. Là, on allait sur les parkings des caravanes, on allait partout. Qu'est-ce que vous faites vous demain? Vous voulez pas ça? On signait des contrats sur le terrain pour le lendemain et on a réussi à faire le Tour de France en signant des contrats du jour au lendemain. Sur les capots de la voiture. Non, pas du jour au lendemain. Non, pas du jour, mais ça prenait. J'avais des semaines à l'autre. Ouais, T'es un Américain, toi. Ouais, comme from America. Les contrats, vous les trouvez pas sur les parkings, hein, je vous rassure. Non, mais dans le sens où, genre, tu vois, avec la Cofidis, on avait, c'était Capucine, on avait déjà travaillé avec elle. Et c'est là où c'est vachement intéressant, et je trouve que vous cassez les codes. C'est qu'on s'imagine que dans le monde du sport et du cyclisme en général, les deals se font d'année en année, où les budgets se valident en novembre. Moi, je vois bien avec l'organisation de mes événements, où les budgets se valident en novembre. Et donc, si tu as passé décembre, c'est même pas la peine d'envoyer un dossier, parce que de toute façon, avec le responsable marketing et communication, tu n'auras pas d'accord parce que les budgets ont été validés. Et vous êtes en train de nous dire que tout s'est fait de la semaine à la semaine. Donc je trouve ça génial, quoi. Et en fait, on a commencé à démarcher en juin et on s'est fait démarcher aussi. Et après, TikTok, on a travaillé pour TikTok. TikTok nous avait. Vous avez travaillé avec combien de marques pendant le tour? Au final, ça c'est un de nos regrets qu'il va falloir qu'on cadre en 2020. Travailler avec TikTok, c'est déjà exceptionnel. Vous avez fait Orangina aussi. TikTok, Orangina, Leclerc. Oui, mais c'est énorme. Mais tu vois, pour une image aussi, il faut se cadrer. Il faut pas rester avec 5000 marques. Oui, c'est que nous, c'était un moyen de dormir le soir. Au moins, on était logés, on pouvait être sur le terrain. C'est un moyen de verrouiller votre budget pour vous. C'est comme un sportif qui a un projet, il a un budget, il faut plus trouver. Que ça, en fait, on voulait être sur le terrain le lendemain et c'était un moyen d'être sur le terrain. Ouais, on comptait pas, le but c'était d'aller au bout. Et après, on avait bloqué un peu en avance, là où je dis Grégoire, c'est quand même qu'il y avait comme une organisation, enfin, c'était mal organisé parce que c'était organisé par, en fait, sur le tour, on était agents, négociateurs. Skenek avait une tâche plus que l'autre ou qui négociait, qui rabattait. Antoine est très bon en business et moi j'étais plus fort sur la partie créa, enfin plus efficace en tout cas. C'est surtout ça qui a fait. Fallait pas, de toute façon, fallait pas remettre en question, fallait foncer. Et tu te retrouvais à monter des vidéos sur des aires d'autoroute. Anecdote, à Saint-Gervais-Mont-Blanc, c'est le jour, donc c'est l'étape combien de 17, 18 il me semble. C'est ce jour-là qu'on apprend qu'on va pouvoir aller sur les champs. Donc avant ça, on savait pas on pensait qu'on allait pas faire les champs, donc on apprend genre 3 jours avant. Et ce jour-là, on avait une grosse journée à Saint-Gervais avec une vidéo à monter en altitude, problème de Wi-Fi, des galères, ça prend du temps les transferts, les 8 transferts, le montage, Premiere Pro, l'ordinateur. Je m'en souviens, on toque au camion d'Orange, ouais, vous avez pas un code Wi-Fi, d'accord, ok, trop cool. On va voir France TV, ouais, vous avez pas une table. Et voilà. Et je m'en souviens qu'à la fin, on était tout seul sur le parking et il y a France TV, les gars qui sont venus me voir et fait, ouais, excuse-moi, faut qu'on récupère la table. Et j'ai fini par terre en train de faire mon montage, il était 21h. C'est ça. Et le jour d'après, on apprend que le samedi avant les champs, on doit être sur le Markstein, invité par Strava. Et là, on demande sur la fait. Pour vraiment que c'était pas un partenaire rémunéré, on leur dit ouais, voilà, c'est fatigant. Qu'on fait non, vous avez rien à gérer, on vous prend les trains, l'hôtel. Bon, ok, on y va. Et là, on a eu la chance de faire ce fameux tour d'hélicoptère autour du Tour de France. Magnifique. Magistral. Mais 2 jours avant, on le savait pas, quoi. Alors, est-ce que moi, je me mets à la place des auditeurs qui nous écoutent et qui écoutent votre parcours, votre histoire, tout ce que vous avez fait, mais alors déjà, ça laisse, je sais pas si on peut dire rêveur ou l'opportunité, mais toutes les personnes qui se mettent des barrières en disant ça c'est pas possible, ça c'est pas possible, vous êtes en train de nous expliquer qu'avec de la conviction, du travail, de l'insouciance, c'est-à-dire on se prend pas la tête, on se met pas de barrières et pas de limites, c'est ce que vous nous racontez, c'est oufissime en fait. C'est ouf, et je vais dire des choses, je vais reprendre un peu les mots de Brel qui disait que le talent ça n'existe pas. Mais pour moi en fait c'est qu'une question de travail, tu dis... En fait, c'est du travail parce qu'il n'y a pas de secret là-dessus. Je vais pas faire comme tous les rappeurs, ouais, je suis parti de rien tout. Mais ce qu'il faut dire, c'est que il faut avoir un rêve, il faut croire en tes idées et à des moments, il faut être entouré, avoir de la jugeote, mais surtout, c'est le travail en fait. Si à un moment tu travailles plus que les autres et que quand tu as une opportunité, tu te donnes à 100% dedans et que tu vas au fond de tes idées. Et forcément à un moment ça paye. Alors nous on a eu la chance, l'opportunité que ça paye aussi, enfin que ce soit aussi cool, mais je pense que dans tous les cas c'est le travail qui amène quelque chose. Et je pense que là-dedans le vélo, le cyclisme c'est un très bon exemple, une très bonne école de la vie, parce que si tu bosses pas, t'es pas bon. Et demain tu peux parler à des pros qui arrêtent de rouler, s'ils arrêtent de rouler 6 mois plus tard, les gars, c'est un enfer de monter sur le vélo. Et c'est là où le vélo est l'école de la vie. Si tu veux être bon, il faut travailler, il n'y a pas de secret. Mais c'est vachement intéressant parce que moi j'ai bien vu, on s'est croisés effectivement sur la veille de l'étape du Tour.
Déjà, j'avais bien vu que il y avait beaucoup de personnes qui vous reconnaissaient. Beaucoup de personnes qui, comme on l'a dit juste avant, vous mettez sur la tête sa casquette pour prendre une photo et profiter de l'image que vous avez justement sur de la communication. Donc j'ai vite tout de suite identifié ça, et puis après ça n'a cessé de grandir avec la fin du tour justement. Depuis le tour, est-ce que vous avez réalisé tout ce qui s'est passé, ou est-ce que vous êtes toujours à fond dans la saison ? En août, on a débranché. On allait faire la fête, enfin dans le sens où, mais même pas la fête, pas jet set et tout ça. Non, on est resté en Ardèche avec nos cousins et on a décompressé, on buvait des coups et on faisait un peu du sport à côté. Mais on a eu besoin en fait, tout ce qu'on a vécu sur le tour, même le nombre de personnes, ce que je dis, sur le tour, on a dû croiser 10 000 personnes. J'en croise aujourd'hui, j'ai plus leur prénom. Et à côté de ça, on se retrouvait à serrer la main du patron de Canyon sur l'arrivée du Markstein, et le lendemain à se faire Cédric Vasseur, manager général de Cofidis, venait nous voir, tout ça, et c'est des choses, et c'est ça qui a fait notre force sur le tour, c'est que vu qu'on connaissait pas vraiment le milieu, on connaissait pas les gars en place, les gars venaient nous serrer la main, et nous on avait compris le truc, on fait salut, ça va, et toi, et en fait on restait pareil avec le bénévole et avec le manager d'équipe ou le président. Je vois ce que tu veux dire. Simple, en fait, travail, simplicité et éducation. Et en fait, je pense que ça ouvre un peu toutes les portes, parce que tu peux rigoler avec des gens en étant respectueux. Par exemple, le responsable, on savait pas qui c'était un gars au stand Leclerc dans la zone VIP qui était tout le temps habillé en Leclerc et tout, on savait pas qui c'était, il avait une tête hyper charismatique, et du coup on n'arrêtait pas de rigoler avec lui, on se dit limite moi je me disais c'est un comédien, c'est un acteur, on rigole avec lui, on a rigolé avec lui, et genre c'est au milieu du Tour de France, il me fait je suis responsable de l'activation Leclerc sur le Tour de France, je gère 3 Leclerc, j'ai 500 000 salariés. Il fait non, on va boire un café. Là tu dis, mais genre, on l'avait envoyé les plus grosses vannes du monde. Et à TikTok, pareil. TikTok, on se rendait. TikTok, ça paraît inaccessible. Il y a un mur. Tu penses que tu connais pas les gens. Et en fait, on s'est rendu compte que les gens avec qui on était en contact chez TikTok, c'était des personnes haut placées dans le milieu. Et en fait, on s'est comporté comme si c'était des potes. Et ça se passait très bien. C'est vachement intéressant. On était tellement, littéralement, la tête dans le guidon, on n'avait pas le temps de réaliser en fait à qui on parlait. Oui, on savait pas qui était qui, donc on se comportait pas. C'est vachement intéressant, parce que vous faites sauter plein de barrières. Et je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs et d'auditrices qui nous écoutent, qui vont par la suite donc lever toutes ces barrières, comme quoi à force de travail, comme tu l'as dit, les choses sont possibles. Et est-ce que la relation avec les coureurs, parce que même si on est sur le bord de la route, on suit les courses, et c'est génial de le voir de l'intérieur, de voir ce qui se passe de l'intérieur. Quelle relation vous avez avec les coureurs ? Est-ce que la relation avec certains coureurs a évolué ? Est-ce que les coureurs vous reconnaissent ? Quelle relation vous avez avec les coureurs ? Alors je vais casser un mythe. Sur le Tour de France, tu vois pas les coureurs. C'est la course la plus stressante du monde. Tout le reste de l'année, les gars, ils vont faire des courses, il y a pas de public. Sur le Tour de France, t'as l'impression que t'as Ronaldo à chaque coin de rue, quoi. Alors qu'ils connaissent même pas leur nom. Sur le Tour de France, les coureurs sont inaccessibles. Ouais. Même alors qu'ils nous connaissaient. Et là, je vais laisser Grégoire discuter, qui a peut-être un peu plus d'expérience avec Loire, enfin, même si j'en ai eu aussi. Mais expliquer plutôt la relation. Alors, on va parler de Tour de France. Tour de France, on a eu quand même des bonnes relations avec les coureurs. Mais c'est vrai que là, c'est le moment où même, on en parlait tout à l'heure, on était au téléphone avec Tiffaine Laurence qui vient de prendre sa carrière, donc on peut la féliciter pour sa décision qui quand même dure à 25 ans, elle qui vient d'une famille de vélo et qui a des projets pour la suite. Et donc c'est une situation hyper compliquée, et elle nous disait elle aussi sur le Tour de France, peu importe qui t'es comme coureur, que tu sois leader, équipier ou inconnu, t'es inaccessible, t'es dans ton truc, tu te déplaces du jour au lendemain, tu finis ton étape, tu manges et tu repars. Donc c'est assez compliqué. On a eu des petits moments de complicité avec Anthony Pérez. Quand Victor Lafay gagne, c'est Antoine qui apprend à Anthony Pérez que Victor a gagné. Il a la fameuse vidéo où il fait Anto, c'est Victor qui a gagné. Il fait oh non, le con, il l'a fait. Il est très comme ça, Anto, et très sympa le lendemain. Et alors lui, quand il veut pas, mais quand il veut. Et le lendemain, il fait oh, le blond, il vient, il me check et tout. Et il y a d'autres moments. Toutes les caméras autour du bus Cofidis, quoi. Tous les mecs qui attendent l'interview de Victor Lafay qui a gagné l'étape, qui prend le maillot vert. Et t'as les mecs qui tirent, et Anto Pérez qui répond aucun journaliste, il nous voit en face. Ouais, ça va le blond, il nous jette dans les bras, comme si on avait fait. En fait, je pense qu'au début, comme tu dis, ça fait peur parce que c'est un nouveau format. C'est les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont faire sortir? Est-ce qu'on peut être pote avec eux? Parce qu'au final, on a 22 ans, on a leur âge, tu vois, même s'ils ont 24 ans, on a le même âge qu'eux. Voilà, c'est aussi un intérêt avec leur image. C'est qu'est-ce qui va se dire est-ce que la relation va être sincère ou pas? Enfin, il y a probablement, ils sont quand même mieux entourés maintenant qu'avant. En fait, là, j'ai eu l'opportunité, surtout là, ce qui a changé, c'est au début septembre, donc c'est tout frais. J'ai été invité par l'organisation, donc on peut les citer, hein, c'est Yves Perret, qui gère des relations presse et qui aide l'organisation des Grands Prix cyclistes de Québec et Montréal. Donc à Québec et Montréal forcément, et du coup j'ai été invité là-bas et j'y suis allé 5 jours au Canada. Alors l'empreinte carbone c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais c'est des opportunités où quand tu les as c'est compliqué de dire non.
Et j'y suis allé. Et c'est là que j'ai vu que l'image avait changé par rapport aux coureurs. Où en fait les gars étaient très cool avec moi. Et c'est en fait, je pense que c'est dans ces moments-là où tu gagnes leur confiance parce que tu fais des choses avec eux là-bas que tu ferais pas ailleurs. Ça, tu sais, c'est comme dans le sport, c'est généralement dans le vestiaire que ça se joue, c'est pas dans le match que les affinités se créent, c'est à côté Voilà. c'est à côté du moment de sport. Et j'ai eu une très bonne réflexion là-bas. Alors, pour faire parler les gens, il est concentré sur autre chose. J'ai lancé un FIFA avec Eddie et Axel, Eddie Finet et Axel Zinglet, et on a commencé à parler, et je me suis rendu compte que, au final, quand tu fais autre chose, tu te concentres, tu peux leur faire parler d'à peu près tout, et quand ils ont ta confiance en plus, tu discutes et de tout. Et il y a vraiment ce truc de là, c'est là vraiment où j'ai eu la discussion, je fais, les gars, parce qu'ils me font, ouais, du coup, toi, t'es journaliste, enfin, c'est trop cool ce qui vous arrive, mais vous êtes quoi, journaliste? Moi, je crée du contenu, les gars, je suis pas un journaliste, j'ai pas envie d'aller chercher l'info. S'il y a un truc que vous voulez pas que je sorte, vous me le dites direct derrière et tout. Et c'est là en fait que tu gagnes la confiance. Alors on va te dire. Alors en fait, tu sais quoi? Non mais voilà, et c'est là en fait je pense que tu gagnes la confiance. Tu restes au Canada, t'es dans le même hôtel que pendant 5 jours. À l'arrivée, tu connais tout le monde. Hein, tu crois Julien, salut, ça va et tout. Bah, je suis tout le temps comme ça. Des gens comme ça. Il y a Marion Rousse qui commentait là-bas à Montréal. Mais c'est ça qui est vachement intéressant, c'est que tu prends quelqu'un qui a votre âge, mais qui fait du vélo depuis l'âge de 5 ans, il se retrouve dans cette situation, il n'aura peut-être pas le même sang-froid. Tu vois ce que je veux dire? Ou la même prise de recul que vous pouvez avoir, parce que vous... Je suis... je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si, on n'est pas moins fan. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Pour vous, ça reste... certes, vous êtes content, bien évidemment, mais vous venez pas de ce milieu-là. Ouais, mais au départ, moi, j'avais du mal. Par exemple, un Thibaut Pinot, j'ai jamais osé aller lui parler. Et je sais pas pourquoi. Et pourtant, on n'est pas timide, hein, parce que vraiment, les coureurs, on est sincèrement, on rigole avec eux, on est sincèrement entre guillemets potes avec eux, quoi. On fait des blagues, quoi. On fait des blagues, on rigole sincèrement avec eux. Donc, on n'est même pas dans leur intérêt professionnel. Mais t'as quand même des gars où tu te dis putain, quand même, lui c'est une pointure, quoi. T'oses pas aller voir. Et Julien Lafilippe. Mais alors Julien c'est différent parce que lui c'est un gars mais enfin il s'en fout. Il malaise tout de suite. Il fait des blagues au Canada, genre c'est lui on fait un entraînement avec on part dans une voiture avec un photographe, le community manager de l'événement, donc des Grands Prix cyclistes de Québec et Montréal, Marion Rousse et moi. Donc on commence à discuter et tout. Je comprends vite que Marion elle sait ce que je fais, elle me le dit et tout, et là c'est cool parce que t'es dans le sport, donc directement tu tutoies, tu parles normalement. Pas d'égal à égal parce que en fait je peux pas mettre à l'égal de cette personne que je respecte énormément, qui a fait bouger le vélo féminin et tout ça, que j'admire pour ce qu'elle a fait, j'admire pas là, et donc là c'est différent. Et du coup on rattrape la Soudal Quick Step, on s'arrête au bord de la route et elle va parler à Julien et tout, et bah toi t'es un peu en retrait, t'es là pour faire 2-3 images, donc tu fais 2-3 images mais tu sais jamais si c'est bien vu ou pas parce que c'est un moment intime ou pas en fait, juste c'est un ravitaillement de la Soudal Quick Step où il y a Marion qui discute avec Julien, on sait tous qu'ils sont ensemble, et au final il y a Julien, il fait salut et tout, et il vient, il me check, il fait ça va et tout. Et là, en fait, il fait tomber les murs directement. Et là, après, tu te sens un peu plus libre. Julien, il a une grosse image. Et après, avec les autres coureurs, mais même avec tout le monde, en fait, tu fais une blague, tu vois si ça passe. Il y a des coureurs, je ne citerai pas les noms, avec qui c'est pas passé. Pas des Français, en vrai, ça se passe bien généralement avec les Français. Mais des coureurs, je leur ai fait 2-3 blagues. J'ai vite compris que Ce n'est pas les plus, ouais. C'est même pas ça. Il y en a peu, mais il y en a. C'est un milieu où les gens sont très cool, mais il y en a quelques-uns quand même qui peuvent être moins cool aussi, quoi. Mais en vrai, là, c'est arrivé une fois, quoi. Sinon, tout le monde réagit à ça en se disant ok, c'est des petits qui kiffent le vélo, qui sont cool et tout. Non, mais c'est vachement intéressant la manière dont vous abordez en fait la communication, le média à travers le cyclisme. C'est ce qui fait votre particularité, hein, très clairement. Et puis, donc, on s'arrête sur le Tour de France, la relation avec les professionnels, avec les coureurs pros qui sont quand même les icônes aujourd'hui de ce sport. Hein. Beaucoup de choses passent à travers eux. Puis derrière, il y a aussi pas forcément des événements aussi importants. Il y a aussi votre présence notamment au Rock d'Azur, là il y a quelques jours au moment où on enregistre avec Canyon. Là aussi c'est vachement intéressant, quand je vous disais il y a beaucoup de marques qui veulent vous avoir, c'est-à-dire qu'aujourd'hui s'associer à votre image, je pense que les marques ont détecté un intérêt pour véhiculer une image fun, cool, que vous pouvez avoir. Comment est-ce que vous le percevez ça? Moi je vous dis ça, c'est ce que j'observe de l'extérieur, on l'a dit tout à l'heure avant d'ouvrir les micros, hein, c'est quelque chose que moi j'observe et que c'est normal, ça fait partie du business aussi, c'est les médias, c'est s'associer à des personnes pour véhiculer une image. C'est pour ça que ce qu'on fait c'est difficile à décrire, parce que vraiment aujourd'hui on est littéralement entre le journalisme et l'influence. T'as des gars qui veulent juste nous mettre un t-shirt ou une paire de lunettes, et t'en as d'autres qui veulent nous avoir pour l'intervention. C'est pour ça que on va appeler ça, c'est un produit, hein, mais aujourd'hui c'est un produit qu'on propose et qu'on vend à des marques comme Canyon, et où vraiment on va pouvoir incarner la marque, présenter la marque, présenter les stands et tout ça. Passer des messages, c'est ça, parler mais des produits. sans être,
alors c'est un peu de journalisme parce qu'on travaille pour une marque, donc forcément, mais c'est pas vraiment de journalisme parce qu'on crée du contenu fun, tu vois, on va pas être là à dire ah bah c'est le nouveau Canyon CF CL. Tu vois, je connais même pas les noms. C'est pas ce qu'on me demande, moi, on me demande d'arriver et dire oh c'est le vélo de Van Der Poel, et c'est vrai parce que finalement on est tous passionnés. Moi ce qui m'impressionne plus c'est le vélo, c'est sur le vélo sur lequel roule Van Der Poel qu'il est c'est intéressant. T'as envie de voir des gens qui vont s'éclater avec, comme toi on est parti rouler en gravel avec Steve, et au final je m'en souviens même plus, enfin si je sais quel modèle c'était de vélo, je sais ses fonctionnalités, mais il y a des gens qui sont très très forts, qui c'est des geeks, tu vois, de la mécanique et tout, et eux ils sont trop forts, et ils sont meilleurs que nous, faut le dire ce qui est. Par exemple, on parlait de GCN tout à l'heure. GCN là-dedans ils sont meilleurs que nous, donc très technique. On va pas les présenter des vélos, ça va ni être là. C'est pas c'est pas votre axe. Oui, on peut le faire de temps en temps sur un vélo, par exemple le Tour de France et tout. Voilà, après nous le but c'est de rendre accessible le vélo, de le rendre fun et de vulgariser le vélo. Et d'ailleurs c'est ce qu'on nous demande quand on fait des piges, vulgarisons le vélo. Et aujourd'hui, si le mec il veut pousser, et bah il y a des trucs comme GCN, comme les autres, plein d'autres gars qui font des check-ups sur les vélos et qui sont meilleurs que nous. Parfois il faut se dire bon bah là-dessus on est moins bon que les autres. Pourquoi on y va? Parce qu'à la fin, même si alors tu peux dire que t'es concurrent avec eux, en fait voilà, aujourd'hui on est tous là à la table pour parler du vélo, pour parler du sport en général et pour promouvoir ça. On n'est pas là pour se tirer des bâtons dans les pattes, quoi. Alors c'est quoi la suite justement? Parce qu'il s'est passé plein de choses, hein. On l'a vu en 12 mois. Alors même avant ça, il y avait déjà eu le lancement, mais on s'est rendu compte que vous êtes arrivé, vous avez mis un petit peu, moi ce que je dis, les pieds dans le plat, c'est de vous être fait remarquer tout de suite par votre professionnalisme, à la manière dont vous créez le contenu, par votre travail, la résilience que vous avez à travers tout ça. Aujourd'hui, on arrive, au moment où on enregistre, on est un peu sur une fin de saison cycliste, on va dire ça comme ça, donc ça va un petit peu se calmer pour vous, mais c'est souvent dans ces moments-là que la saison d'après se construit. C'est quoi aujourd'hui la vision de LTDG? Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui professionnellement et dans la vision que vous souhaitez? Est-ce qu'elle pivote un petit peu par rapport à il y a un an? Est-ce que c'est la même mais elle est renforcée? C'est quoi le futur pour vous? Nous, on a travaillé, on va reprendre une phrase de Haute Baron de chez Eurosport qui nous dit les gars, on bosse avec les Américains, sky is the limit. Parce que Eurosport appartient à Warner Bros. Elle nous a dit ça, et du coup, nous, on veut rêver grand, et aujourd'hui, pour rien vous cacher, on est tous les deux à 100% dessus. Grégoire a fini son donc c'est votre job aujourd'hui. C'est notre job, et moi je vais. Premier salaire en septembre, c'est pas énorme, c'était même pas un SMIC. Non mais c'est important de partager beau, ça. Ouais, c'est important. Et je pense que c'est cool de le dire aux gens. On fait aujourd'hui on gagne nos vies. Et tu remarques un peu des fois, il y a les premières fois que tu fais des opérations, il y a de l'argent en jeu. Sur les réseaux sociaux, t'as fait ah ouais ça y est, vous faites pour l'argent. Et toi t'es là, mais ça fait 1 an et demi, je mange pas. Non mais non, parce qu'on est soutenu par nos parents, on a de la chance, on a que 22 ans, donc on est encore chez eux. Mais c'est en mode ouais, mais en même temps si tu le fais sans gagner d'argent, bah tu le fais plus quoi au bout d'un moment. Et non, mais ce qu'on essaie de dire, c'est qu'aujourd'hui on a encore des marques qui viennent nous voir en disant ouais c'est trop cool, faut que vous fassiez ça, nanana. Et parfois même ça inclut parce que on n'est pas en exclusivité avec Eurosport, mais on travaille régulièrement avec eux, ça inclut des vidéos avec eux. Je fais mais les gars, enfin tu veux même pas, tu me donnes rien, tu me proposes rien, ou une paire de lunettes, ou un chapeau, ou que tu veux une casquette, pour que je crée un produit qu'aujourd'hui je vends à des gars que par exemple Canyon a acheté, que des marques comme ça a de la valeur, ça a de la valeur. Et c'est ça. Et aujourd'hui bah on est bien entouré, on le sait. Et ouais, on veut préparer au mieux la saison 2024. Mais avant ça, bah d'ailleurs, ce serait intéressant. Si vous entendez ce podcast et que vous nous suivez sur les réseaux sociaux, faites-nous des retours. Et nous, on aimerait bien aller voir tranquillement, petit à petit, peut-être d'autres sports. Cet hiver, par exemple, le ski, parce qu'on vient de la région Rhône-Alpes, on est au pied des Alpes. Donc nous, c'est un sport qu'on aime, qu'on pratique. Vous avez cette idée d'ouvrir éventuellement à d'autres sports? Il faut être, à mon avis, dupliquer, on va dire, de dupliquer le. Ouais. Peut-être, enfin ça va être une évolution qu'on verra avec le temps, mais en tout cas on va rester les meilleurs, enfin les premiers on espère dans le vélo, ça c'est le but, et forcément rester spécialisé vélo, et par contre aller voir une fois de temps en temps à droite à gauche, parce que nous on kiffe découvrir ce qui se passe à côté, on a compris que du coup ce que les gens cherchaient dans le vélo c'est qu'on vulgarise, donc on peut potentiellement le faire dans d'autres sports. Il faut pas oublier aussi qu'à la fin de l'année il y a les Jeux Olympiques, et là enfin c'est un rêve de gosse. Nous en fait on veut rêver et on veut faire découvrir ce que tout le monde veut découvrir, et c'est un peu aujourd'hui ce que nous permettent les marques. On est un peu les marques quand elles nous font venir, c'est un peu les gars qui montrent, qui sont monsieur tout le monde et qui montrent à tout le monde ce que c'est d'un point de vue complètement amateur. Et juste sur le vélo, c'est quoi l'objectif pour vous? C'est qu'au 31 décembre de cette année, vous ayez dans les grandes lignes cadré votre saison, parce que maintenant que vous avez les contacts aujourd'hui, est-ce que vous allez... Alors, je te vois faire... Donc, je pense que tu as compris ma question. Mais je pense que c'est... Est-ce que vous souhaitez faire comme... ça s'est fait l'année passée, mais il y avait aussi... C'est l'expérience. C'est on fait de la semaine à la semaine, ou est-ce que vous souhaitez
maintenant que vous avez les contacts des marques et que vous avez justement, vous êtes introduit dans le milieu du cyclisme, dire, bah voilà, nous, notre saison 2024, on sera là, on sera pas là, on va faire ça. Est-ce que c'est un souhait pour vous, ça, ou un rêve peut-être? Qu'est-ce que tu nous conseillerais, Arnaud? Alors, moi, je sais pas. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, avec le contact que vous avez, vous pouvez constituer un cadre, en tout cas. Alors, je vais peut-être pas le dire comme ça, mais en tout cas, je pense que vous avez les capacités de savoir ce que vous ne voulez plus, de manière à aller plus facilement vers ce que vous souhaitez. Mais je pense que vous êtes très bien introduit dans le monde du cyclisme. On vous voit partout. Les marques, moi, je vois bien, j'observe. Les marques aujourd'hui, toutes, on l'a dit en rigolant, moi je le dis en rigolant, elles veulent vous mettre la casquette sur la tête, c'est que tous veulent une photo où vous représentiez la marque. D'ailleurs, vous avez de très belles montres, je vous dis ça au passage, elles sont superbes. Elles sont superbes, mais voilà, je trouve ça intéressant et aujourd'hui, ça peut être aussi une force de proposition de votre part en disant, nous, voilà, notre saison 2024, elle s'oriente comme ça, qui nous accompagne pas, construire. Forcément, elle sera forcément plus construite qu'en 2023. Bien sûr, c'est l'expérience, complètement. Sûr. Et je pense que physiquement, on n'est pas prêt à repartir sur une saison comme 2023 parce que je pense que c'est dur. En fait, c'est dur et ce qui est dur, c'est de dire aux gens, c'est pas si simple parce que j'en fais. Mais t'as vécu le rêve de tout le monde, tu dis. Ah ouais, mais et non, mais on regrette rien. Mais par exemple, un Tour de France comme on l'a vécu cette année, l'année prochaine, on voudrait qu'il soit mieux cadré parce que ça demande c'est terminé à minuit et repartir le matin à 7h. Mais 7h parti, quoi. Donc lever 6h30, quoi. Voire 6h. Et là, il y a un truc tout bête et je crois vachement à ça, les énergies du corps et tout ça. Là, j'ai fait mon mois de septembre, c'est je pars au Canada, je reviens une semaine malade comme un chien. Ensuite, la semaine d'après, je reprends le sport, je me blesse. La semaine d'après, je pars sur le Roc d'Azur, je reviens malade comme un chien. Il faut écouter les signes de son corps. Ouais, je pense que là, c'est des signes où tu dis c'est trop cool, mais si tu cadres pas, tu vas te tirer sur ton corps. Ouais, et puis je pense que vous avez, même si vous êtes jeune, vous avez cette maturité pour. Vous avez compris que vous avez un produit qui fonctionne, que les marques demandent. Donc à vous de le faire grandir et de le rendre en tout cas attrayant pour les marques. Mais en tout cas, vous avez pillé le game. Comme tu l'as dit, vous êtes le plus gros média français aujourd'hui français. Ouais, mais c'est toujours, aujourd'hui les réseaux sociaux, c'est les marques, elles veulent être là. Hein. Oui. Donc well done. Merci beaucoup. Well done. Et c'est quoi si on voit encore un peu plus loin? C'est-à-dire que là, on parle de 2024, mais si on voit plus loin, c'est quoi votre vision aujourd'hui? Vous, si je vous dis, allez, les gars, on se refait un podcast dans 5 ans. Où est-ce que vous serez dans 5 ans? Nous, tu as compris qu'on venait aussi d'un monde, un monde aussi un peu business. On est là déjà pour 2024, on va essayer de s'entourer aussi pour faire les bonnes décisions. Pour aussi pas, parfois c'est compliqué de négocier avec un sponsor parce que nous on vient du vélo, quoi. Quand prenons l'exemple Canyon, quand Canyon vient nous voir. Bien sûr, je veux travailler avec Canyon. Bien sûr, je vais envie de travailler avec Canyon. Et après. Est-ce que Fuego est un fin négociateur? Fuego est très honnête. Honnêtement, Fuego est très honnête. Et pour le moment, on sait pas. Les gens avec qui on a travaillé, on s'est jamais fait nous voir. Pour le moment, ça arrivera forcément un moment. Il y a des gens qui ont essayé, mais je pense que s'il y a des jeunes qui se lancent, je vois, il y a pas mal de comptes Instagram. Il faut pas trop accepter, même si vous êtes tout petit. Hein. Faites-le gratuitement, mais pas trop longtemps. Avec des organisations de courses, il y a des gens avec qui on peut, mais avec des marques, si vous commencez à donner gratuitement, après c'est compliqué de s'en sortir. Et voilà. Et clairement, donc. Ça va être de s'entourer des bonnes personnes, des bonnes marques, des bons représentants pour trouver le juste milieu entre nous gagner notre vie, parce que comme Grégoire l'a très bien dit, si à un moment il va falloir gagner sa vie, sinon le compte Instagram on va l'arrêter et je vais aller travailler comme tout le monde. Et donc l'idée dans 5 ans, c'est de créer un réel, ce qu'on a déjà commencé là pour un cachet, on est monté en SAS justement. Donc pour au mieux de se mettre en auto-entrepreneur et de monter action, on a choisi de se mettre en SAS, on est 2 et comme ça. On est directement dans le monde du travail, le monde de l'entrepreneuriat, et donc l'idée c'est l'aventure, elle est autant sportive qu'entrepreneuriale aujourd'hui, et je pense que le mix est juste génial. On fait une aventure entrepreneuriale hyper stimulante dans le monde de notre passion. Et on est en train de tout structurer, on a d'autres projets qui sont en train de se monter, si tu veux tout savoir. Et dans 5 ans, on espère être très bien positionné. Mais dans le sport en général ou le cyclisme numéro 1? Cyclisme numéro 1, je pense que ça restera toujours ça. Après. Sky is the limit. Aujourd'hui, voilà, s'il y a des opportunités comme ça dans le vélo, je pense qu'il y en a aussi dans beaucoup d'autres sports, notamment le sport outdoor. Après, voilà, nous, on est curieux par nature, on a fait beaucoup de sports dans nos vies, on veut tout voir, on veut tout découvrir, et je pense que l'approche est cool. Tu parles de tout voir, tout découvrir, là, on parle du monde des professionnels, du Tour de France, du Giro.
du Rock d'Azur, qui est un événement orienté VTT, mais qui touche beaucoup de sportifs outdoor, une épreuve comme Race Cross France. Est-ce que vous suivez ? Mais on suit de loin, parce que tu sais comment c'est la saison cycliste, Bien sûr, on est spécialisé bien route sûr. sur le moment. Tu nous avais essayé de nous contacter en juin et c'était juste pas possible de venir faire la Race Cross France puis de partir sur le tour. Mais il faut qu'on en parle. Mais il faut Parce que moi, je suis organisateur d'épreuves. Certes, tu parlais de niche, l'ultra-distance, voilà. Mais que des professionnels comme vous partagent ce qui se passe sur ma course, je pense que ça peut ouvrir la visibilité à énormément de monde et la compréhension de la discipline surtout. Mais carrément, et on est conscient que justement dans ces sports de niche, voire ultra niche, c'est là qu'on va avoir notre plus grosse valeur ajoutée, mais aussi à la base on est rentré dans le monde du sport en faisant du sport, et de plus en plus je parle à Antoine de dire mais un jour il faudrait qu'on arrive à déléguer le compte Insta et on part 6 mois, on traverse tel continent, on fait un reportage de dingue et tout, on va rencontrer les gens. On est assoiffé d'aventure et la Race Cross, on y a honnêtement, on y a pensé souvent, mais le problème c'est que pour le moment, il y a le vent en poupe dans notre projet. On fait, et comment on le fait, si c'est pour y aller et faire la fringale au bout de 2 jours. Non, mais il faut une temporalité. Il faut que les planètes soient alignées. Votre projet, les planètes s'alignent, c'est le bon moment. Je comprends parfaitement. Et puis moi, pour avoir parlé avec quelques entrepreneurs dans le monde du sport et du vélo et du sport en général, souvent c'est ce qu'ils disent. Il faut accepter un moment de, entre guillemets, de faire moins de sport pour créer des choses. Ouais. Et après, tu reviens sur ta passion. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, ça fait 1 mois et demi que je suis pas touché vélo et par exemple, c'est parce que à la fois j'ai pas vraiment le temps, mais c'est aussi parce que j'ai moins l'envie. Parce que quand tu vois des vélos toute la journée, à la fin, et tu vois des mecs bons sur le vélo, quoi. Bon, tu vois des mecs qui roulent. Alors, c'est ce que j'allais dire. Le meilleur, c'est qui ? Le meilleur, le plus impressionnant pour vous ? C'est Vingegaard, c'est Pogacar, c'est Wout van Aert, c'est. Celui qui m'impressionne vraiment. Tu nous mets une colle. Moi. En fait, Nicole, c'est pas compliqué. Moi, je te le dis, Tadej Pogacar, il est impressionnant. Autant Vingegaard, il m'impressionne, mais pour des raisons ça me paraît impossible. Mais Pogacar, il m'impressionne parce qu'il est fun, quoi. Il est fun et il joue. Il a perdu le tour, mais il a gagné le cœur des Français, vraiment. Mais comme souvent, les Français, on aime bien quand ça perd. De toute façon, c'est pour ça qu'on a dit qu'on était nul au vélo. Celui moi que j'admire le plus, moi, c'est Mathieu Van Der Poel. Le mec, en fait, je suis allé voir, j'étais sur Pro Cycling Stats là tout à l'heure et je regarde ses stats. Il a 6 victoires cette année, champion du monde, 2 monuments. Genre, le mec, il a 3 objectifs dans la saison. Il a pas beaucoup de jours de cours, quoi. Il doit avoir une 50aine de jours de course, ce qui est pas énorme dans le vélo. Il a ciblé des objectifs, il a les gagné. Moi, il m'impressionne, il a la classe, en vrai. En plus, avec le maillot. Très beau maillot, très beau vélo. C'est un athlète, t'as vu comment il est, même le haut du corps, il est développé, il fait du VTT, il fait du cyclocross, et ça aussi j'aime bien, c'est grâce à ce genre sportif qu'on va sortir, essayer de rassembler l'ultra-distance. Les différentes tout disciplines. Ça, peut-être qu'un jour on verra des cyclistes qui seront bons sur les courses de 3 semaines qui viennent de l'ultra. Ouais, je pense que les pros regardent ce qui se passe, et ça peut être une après-carrière, effectivement. Il y a le gravel aussi qui arrive très très fort, qui pousse très très fort vers les professionnels. Je sais que Jalabert préparerait un projet dans la longue distance, il communique sur ses réseaux. Mais oui, à un moment donné, je sais que Johan Fredo aussi avait beaucoup regardé à un moment donné, et puis après, comme tu l'as dit, il y a des projets professionnels qui font que à un moment donné, tu peux pas tout faire. Et regarde Thomas de Ghent aussi. Exactement. Ce serait un bon client à ramener sur ta course. Exactement. Il a fait ça avec Jelewa, là, je crois. Il est rentré d'Italie. Si on parle d'Eurosport, il y a Philippe Gilbert qui a fait un tour de 500 bornes, je crois. J'ai vu ça, en Belgique. Donc ça correspond à une de nos disciplines. Là, au Race Cross Belgium, nous, elle est juste au sud de la Belgique. Franchement, les boucles, moi, je les ai tracées pour 2024. Le 500 km qui part à l'ouest. À l'est, elle est magnifique. Enfin, voilà, ça, c'est vraiment un gars comme ça serait tout à fait. Je le verrais bien sur une de nos épreuves, pas forcément pour se dire je vais la gagner, mais juste pour découvrir, en fait, découvrir et faire partager de l'intérieur ce qu'il a vécu en tant qu'ex-professionnel. En plus, il avait sa prod là derrière, donc il peut très bien venir avec sa prod. Non, mais complètement. Moi, j'ai une question. Tu jugerais à combien d'heures semaine un entraînement pour faire une race cross ? Pour faire une race cross, alors tout dépend de la distance. Si c'est un 300 ou un 2005. 2005. Alors, 2005, parce que vous, sky is the limit, mais alors je pense pas que ça. Alors, je pense déjà que ça compte sur une. Est-ce que tu es en bonne forme physique, déjà à la base ? Est-ce que tu es en bonne santé physique ? Oui. Non, mais tu vois, quelqu'un me poserait la question lambda, c'est déjà est-ce que tu es en bonne santé physique ? Est-ce que tu es fatigué au départ de l'épreuve ? Il faut avoir une bonne réserve au niveau du sommeil. Et après, je dirais que moi, je vois des personnes qui finissent la 2005 et qui sont à 8-10 heures de vélo par semaine, pas plus. Ah, ça va. Pas plus, parce que ça va pas très vite. En fait, il faut trouver ta bonne position, être confortable, et le confort est la performance de la longue distance. Donc, si tu es bien sur ton vélo,
tu es en bonne santé physique, certes, ça va être engageant, tu seras fatigué, mais tu roules pas à 42 moyenne. Tu roules à 20, 22 max? Ouais, ça dépend, mais le but, c'est pas d'aller vite, en fait, c'est d'aller rouler longtemps. Donc, plutôt que de rouler à 30 pendant 4 heures, tu vas rouler peut-être à 22, mais tu vas rouler 10 heures. Mais toi aussi, du coup, avec ce que tu dis, t'es venu quand même casser les codes du monde du vélo où il fallait que ça aille de plus en plus vite. T'as dit, venez, on va plus loin, mais moins vite. Ouais, moi, j'essaye d'apporter cette touche dans l'ultra avec ce découvert des paysages, avec des règles du sommeil. Ça aussi, on a introduit les règles du sommeil dans l'ultra-distance qui ne se font nulle part ailleurs et que les coureurs reconnaissent aujourd'hui que ça va changer les codes très clairement, puisque avant, quand l'ultra-distance est arrivée, ce qui se faisait, c'est qu'il fallait dormir le moins possible, et quand tu dormais, il fallait dormir dans un fossé pour pas perdre de temps. Et ça, c'est l'ultra-distance d'il y a 10 ans, en fait. Ça, c'est terminé. Aujourd'hui, les mecs qui sont performants dorment. Quand ils dorment, c'est soit sur les bases de vie qu'on met en place, soit dans des motels ou des hôtels ou chez l'habitant, mais dans un vrai lit. Et comme ça, 1 heure ou 2 heures dans un vrai lit, ça vaut beaucoup mieux que 2 heures dans un buisson ou dans un abri de banque ou dans des sanitaires publics. Donc oui, on est en train de casser un petit peu ces codes-là en disant, nous, en tout cas, à travers nos organisations, on vous donne la possibilité de faire de la longue distance en sécurité avec un minimum de confort, entre guillemets. Voilà. Oui, je pense que c'est essentiel de structurer ça, mais... Je pense que tu t'en as rendu compte avant nous. Mais moi, c'était une question plutôt... Est-ce qu'il y a aussi des jeunes qui s'y intéressent ou c'est un peu compliqué d'emmener les jeunes? Parce que c'est quand même un sport qui est... C'est très jeune. C'est très jeune. Figure-toi qu'en 2022 ou 2021, c'est que des moins de 22 ans qui avaient gagné les 4 distances. Ah ouais? Non, impressionnant. Ah ouais? C'est que des moins de 22 ans qui avaient gagné les 4 disciplines. Les 4 distances. 2005, 1000, 500 et 300. Et ils ont cassé complètement les codes parce qu'on se disait avant, l'ultra-distance, c'est un sport de vieux ou avec des vélos en acier, des jantes plates et les mecs qui sont arrivés vélo carbone, jantes de 50 et ils ont gagné les 4 disciplines. Et tu vois, ça me surprend pas et ce que je vais dire, ça va complètement aller à l'opposé du business qu'on fait, mais aussi c'est un moyen de sortir de cette génération réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, soit tu crées, soit tu consommes, donc soit t'es suiveur, soit t'es suivi. Oui. Et juste sortir de ça, c'est pas la vraie vie, c'est sur les réseaux sociaux et casser ça et partir genre sur une race across où tu pendant je sais pas combien de jours c'est 10 jours maximum, les meilleurs sur 2500 km vont mettre 6 jours. Et ceux qui ont une stratégie juste de finir vont mettre 10 jours. Il y a 4 jours et demi entre le premier et le dernier. Voilà, retour au minimalisme. Ouais, c'est ça. Et faire des choses simples. Parce qu'en vrai, t'as beau faire le Tour de France. Je vais te dire un truc. On revenait du Tour de France. On a vécu tout ce qu'on avait à vivre. On était je sais pas où et tout. Voilà. En vrai, on était juste trop heureux d'être dans notre famille en Ardèche avec nos 3-4 cousins. Et en fait Race Cross France, mais aussi Race Cross Belgium, Switzerland et Paris, qui sont des formats avec maximum 1000 km. Cette année, on a introduit le gravel, 50, 100 et 200 km. Mais tu pars avec ton vélo. Et en fait, tu vas traverser un pays, parce que Belgium, Paris et Suisse, même si ce sont des boucles de 500 km en Belgique et en Suisse, tu fais déjà une belle découverte dans le pays. Et Race Cross France, tu traverses la France et on t'emmène dans des routes, des petites routes, des endroits magnifiques. Et généralement, quand tu termines, tu es fatigué, tu es sale, mais tu es transformé et tu as rencontré... plein de gens que tu n'aurais jamais rencontrés autrement. Ils discutent entre les gens sur la route. Bien sûr. Il y a plein d'histoires. Bien sûr, il y a des histoires de dingue et ils se suivent entre eux sur les réseaux. Donc non, mais franchement, c'est génial. Et moi, le but, quand j'ai créé, parce que je vous ai posé la question tout à l'heure, pourquoi vous avez créé votre média, moi, quand j'ai créé cette course, c'était de partager ce que j'avais vécu aux États-Unis à travers Race Cross America. Et aujourd'hui, quand j'entends les témoignages à l'arrivée de Race Cross France, c'est ça, j'ai réussi. Tu vois, et comme quoi, les mecs qui me racontent des trucs, je me dis c'est exactement ce que je voulais. C'est pour ça que j'ai créé cette course. Et du coup, tu confirmes que finalement, ce qui compte, c'est la passion et le travail, en fait. Ah moi oui, si tu veux. Ah oui, c'est ça. Si tu veux, moi je suis parti la première édition 42 personnes. Et là, vous êtes combien? Comment tu vas avoir un partenaire et tu lui dis voilà, on pourrait faire un deal, voilà, c'est combien de personnes au départ? 42. Ah ouais. OK. Les partenaires, comment ça se passait pour toi au début aussi? Il y avait Ils te prenaient pas au sérieux ou alors ils essayaient de t'envoyer? Non, c'était pas une histoire de sérieux. C'est qu'au départ, moi, il y a 7 ans, parce que Race Cross France, ça va être la 7e édition cette année, donc j'ai commencé à prospecter il y a 8-9 ans. Au départ, on me disait que c'était une niche. Donc on me disait, non, mais c'est bien, bravo, mais c'est une niche. Et puis j'ai vu l'évoluer. C'est passé d'une niche à un segment, à un marché. Et aujourd'hui, c'est un marché. Il y a combien de pratiquants? Tu pourrais le jauger un peu, par exemple, en France? Alors non, je pourrais pas vraiment le jauger, mais par contre de plus en plus. C'est-à-dire que chaque année sur nos événements, il y a 50 participants
50% des participants, ce sont des nouveaux participants. Et ça, c'est bien. Ouais. Donc il y a vraiment et surtout, c'est très jeune et c'est très féminin. C'est très féminin. Sur le 300 km l'année passée, on avait 30% de filles. Oui, parce qu'on casse un peu cet objectif de génial. Performance. Et puis en plus, Wilma qui crée des cuissards justement pour les filles qui peuvent faire du vélo quand elles ont leurs règles, ben ça aussi, ça casse complètement les codes. En fait, oui, c'est ce que disait Grégoire. Moi, j'aime bien cette nouvelle manière de dire, là, c'est une nouvelle manière de faire du vélo et on va évoluer avec notre... Complètement. On va évoluer. Et il y a des marques qui ont compris ça. Tu vois, j'ai la chance d'avoir des partenaires sur... J'avais condensé partenaires et sponsors, on a appelé ça des Spartenaires. Mais voilà, non, on a Van Drissel qui nous accompagne énormément sur France et Paris, on a Assos qui nous accompagne sur toute la série, on a Komoot qui nous accompagne sur toute la série, on a Olifat. Donc voilà, je suis bien entouré et puis j'ai bien renforcé l'équipe cette année, donc ça promet d'être une belle année 2024. Vous êtes combien dans le comité d'organisation et après Alors, le jour de la full-time, course? on est 4 full-time. J'ai quelqu'un sur la communication marketing, quelqu'un sur la logistique. Alors, c'est pas du full-time, mais c'est 10 mois dans l'année, donc 10 mois sur 12, tu vois. J'ai quelqu'un sur l'administratif, la réglementation également, hyper important quand tu traverses 24 départements. Et puis, j'ai quelqu'un sur les réseaux sociaux, communication. Donc, ça se structure, hein, voilà. Et puis, on verra où ça nous mène, mais on va parler micro-éteint de tout ça. Et le jour de l'épreuve, combien de bénévoles? Les 90 bénévoles sur toute la France pendant 10 jours. Ah ouais. Pendant 10 jours. Pas pendant 10 jours, mais pendant 10 jours d'épreuve, on a au total 90 bénévoles. Sur 2500 km, sur des jours d'événements, il y a peu d'événements qui durent 10 jours de vélo en France. Non, mais c'est impossible. Voilà, donc en termes de logistique, je t'explique pas. Organiser à 4 un événement de 10 jours sportif pour avoir du coup... En logistique, c'est hyper impressionnant. Hyper impressionnant. Donc il y a beaucoup d'anticipation. Puis on a un poste de sécurité qui est ouvert 24/24 pendant 10 jours. Non-stop à suivre les coureurs sur GPS. Ça aussi, mais je suis certain que ça vous plairait de vivre ça de l'intérieur. Ah, mais il faut que tu nous invites. On va en parler, on va éteindre les micros, on va en parler. Non, mais vraiment. Une dernière. Je vais pas vous inviter. On va discuter pour que vous soyez prestataire. Non, ben non. Merci. Il faut mettre en valeur le travail. Et j'ai une dernière question pour vous. Si vous aviez justement un message à faire passer aux personnes qui nous écoutent. Je te laisse commencer, Grégoire. Un message à faire passer. Si vous faites du vélo à fond, on est suivi par beaucoup de gaziers, nous des gars qui font que de la course. Enlevez un peu les ornières, allez voir ce qu'il fait en dehors de ce monde. Continuez à vivre de cette passion, mais aussi allez voir ce qui se fait en dehors et surtout croyez en vos rêves. Et s'il y a quelqu'un qui vous dit ouais c'est impossible de faire ça, c'est parce que ça n'a jamais été fait, alors allez-y à fond. Ouais, moi je vais finir par une phrase qui a été dite par Orelsan et je trouve que ça représente vraiment notre histoire à deux. Il a dit dans une des chansons, si tu veux filmer, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Dire que t'as pas de contact, c'est un truc de victime. Nous, on arrive dans le vélo, on connaissait personne et on avait un iPhone. Mais c'est pas du tout c'est vrai en fait. Aujourd'hui, si t'as une passion, donne-toi les moyens de faire un truc, créer. Et en fait, faut se dire que c'est la création qui primera toujours sur le réseau ou quoi. Si t'es bon, t'es bon. Si tu travailles, tu travailles. Je crois que tout est dit. Tout est dit. Un grand merci pour vos disponibilités à tous les deux. J'étais ravi de pouvoir échanger avec vous sur le podcast Ultra Talk, d'écouter le parcours, parce que je pense que beaucoup d'auditeurs et d'auditrices connaissent pas toute l'histoire. Et là, vous avez partagé toute l'histoire, les galères, les bons moments, le Tour de France. On s'imagine que tout est facile, que tout se passe bien, de savoir que ça se faisait la journée pour la journée suivante et que la journée suivante, vous saviez pas où vous allez être. Bon, voilà, je trouvais que c'était une très très belle histoire. En tout cas, bravo pour ce que vous faites. Moi, je suis ravi de vous avoir sur le podcast. Bravo pour ce que vous faites. Continuez, et vous êtes en train de révolutionner les codes du média, en tout cas dans le cyclisme. Donc bravo. Merci Arnaud pour l'invitation. Pour nous, déjà, être sur le podcast, c'est cool. Enfin, genre, s'il y a un an, du coup, tu nous aurais dit, vous serez invité sur Ultra Talk, j'aurais dit, ah ouais, laisse tomber. Et aussi, bonne chance aux monteurs, parce que je pense que ça va être un peu foutraque là. Merci beaucoup Arnaud. Un grand merci à toi Pauline, si tu nous écoutes. Merci Pauline, au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode captivant d'Ultra Talk. J'espère que cette conversation inspirante avec des individus audacieux vous a laissé avec de nouvelles perspectives et une motivation renouvelée. N'oubliez pas que vous aussi, vous pouvez embrasser l'extraordinaire dans votre propre vie. Restez connectés sur les réseaux sociaux Ultra Talk et sur le site ultratalk-podcast.com. Continuez à vous aventurer et à repousser vos limites. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode passionnant d'Ultra Talk.